Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue comme d'habitude à une nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, nous commençons également avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre particuliers. Ne tradez que ce que vous pouvez perdre. Ce soir, nous recevons Charles. Salut Charles, comment vas-tu? Ouais, Ben, ça va tranquille. Nous sommes parlé il y a 4 ans de mémoire ouais, c'est ça, hein. et j'avais le privilège de détenir le record de ta chaîne. Tu as toujours le record d'ailleurs, hein, depuis 4 ans, c'est toi qui as la vidéo la plus vue sur Pépitor, 30-35 000 vues. Je crois que c'est la première interview que j'ai donnée. En fait, je donnais pas d'interview avant toi. Depuis, j'en ai donné pas mal, tout simplement parce que YouTube euh, me censure parce qu'on voit que chaque interview, j'ai dû donner une dizaine, une quinzaine d'interviews et chaque interview que je donne fait entre 25 000 et 40 000 vues sur tous les channels YouTube à qui j'ai donné des interviews. Et moi, quand j'ai l'horreur de proposer une vidéo sur ma chaîne, si j'atteins les 5 000, je suis déjà au paradis du YouTube. Donc, il y a un tel écart d'audience entre les vidéos publiées sur ma chaîne et sur les autres chaînes que je suis pourquoi me faire chier. S'ils ont décidé de me faire chier chez YouTube, bah, je vais parler ailleurs et puis comme ça, ils vont devoir censurer tout le monde et ça les occupera. C'est Ils mériteront impressionnant, un peu hein. plus leur salaire. C'est impressionnant quand même, ça, voilà, donc t'avais raconté un peu ta vie, tout ce que tu avais fait, etc., etc. Et puis là, maintenant, on arrive On est 4 ans à... plus tard. Alors, il faut que tu saches, moi, j'ai une manière de gérer mon temps, mon énergie, mes pensées. Je fous tout à la poubelle pour pouvoir rester léger. Donc, j'ai absolument aucun souvenir de ce que j'ai bien pu te raconter il y a 4 ans. Je sais même pas ce que je raconte il y a une semaine. Donc, j'ai pris l'habitude d'oublier. Je crois fortement à la fonction oubli dans le cerveau et je la pratique depuis 15 ans avec intensité. C'est-à-dire, j'oublie volontairement tout C'est excellent, pour ça. m'alléger. Tu fais un reset à chaque fois, quoi. Chaque semaine, ouais, il y a des mecs qui viennent, enfin, je sais pas, j'ai une mémoire qui dure 10 jours maximum. Je sors tout de mon crâne, je le range et je le sors. C'est-à-dire que Je si on te sors prête tout. de l'argent, il faut mieux que tu le rentres dans les 10 premiers jours, quoi. Sinon après, c'est mort, hein. Bah, tu sais quoi, Juju d'Oseille TV m'a prêté une nuit d'hôtel, une suite d'hôtel. J'ai mis 3 mois à le rembourser ou 6 mois parce qu'effectivement, à chaque fois, on oubliait, il est tout le temps barré, je suis tout le temps barré ailleurs et machin. Et puis, oui, ça, l'oubli, oui, il faut pas. C'est clair, il y a intérêt à avoir un bon reminder, un bon Ouais. système de reminder si on traite avec moi, parce que si c'est pas fait tout de suite, moi, ça part à la trappe. Ah, moi, je suis un peu pareil. Ouais, donc comme je disais, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, et puis là, avec tout ce qui se passe, les élections législatives, le risque de changement ou de pas changement avec ce qui se passe, et on voit de plus en plus le risque de taxation qui nous tombe dessus, etc. De plus en plus, et on se dit, Charles, en fait, il parlait de ça depuis pas mal de temps quand même. Et donc, Ça, c'est marrant que tu dis ça parce que ça sort. Ça, c'est dingue que tu dis ça toi aussi, parce qu'effectivement, ça, je l'ai souvent qui revient sur la table, c'est-à-dire que je me suis barré en 2009, et c'est vrai qu'en 2010-2011, j'étais en colère contre la France. Et qu'en 2012, j'étais parti au Costa Rica. Et quand je suis arrivé à Bangkok en 2012, je n'ai plus rien à battre. Parce que pour moi, Bangkok était mon paradis perso. Et donc, m'en foutais, en fait, qu'au final, j'aurais mieux fait. Je me suis dit, merci la France de m'avoir éjecté. Parce qu'en fait, c'est mieux ailleurs. Et donc, merci de m'avoir forcé à me barrer. Mais par contre, j'avais expliqué à l'époque pourquoi je m'étais parti. J'avais essayé de proposer aux clients que j'avais à l'époque mes visions, et c'est vrai que je m'étais fait buter. Et c'est vrai que ce qui revient en ce moment en boucle, c'est pour ça que je suis un peu surpris que tu le dises toi aussi, c'est de dire, putain, Charles, il y a 15 ans, il avait des crises qu'on en c'est a clair. maintenant sur les bras. Et ce petit bâtard d'enfoiré de merde qui en a super bien vécu, en fait, il avait bien vu le truc arriver. Mais moi, si tu veux, ce que je leur dis aujourd'hui, ce qui m'effare, c'est que ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, je suis déjà en train de m'occuper de ce qui arrive dans les 10 prochaines années, qui est 10 fois pire de ce qu'on a là. Et je reçois à nouveau les mêmes emails de 2010, incrédules ou agressifs, parce que je suis en train de parler de ce qu'il y aura dans 10 ans, pendant qu'un certain partie des followers me disent, putain, il y a 15 ans, t'avais bien vu. C'est assez paradoxal, c'est une répétition d'une boucle perpétuelle où, par rapport au futur, comment on se positionne, et je découvre avec stupéfaction que les cerveaux humains ne peuvent pas envisager un futur non linéaire et surtout un futur négatif
puisque je suis en train de parler, je commence à parler. Il y a 15 ans, il fallait se barrer de l'Europe. Il fallait se barrer, il n'y aurait pas de croissance, il fallait partir, ils allaient faire chier pour tout un tas de trucs. En termes de liberté, en fait, ils allaient les réduire petit à petit, il n'y aurait pas de croissance, il n'y aurait pas de possibilité de s'éclater. Je me suis éclaté à l'international depuis 15 ans, j'ai vécu dans 4 pays différents, 4 aventures différentes, et Panama, Costa Rica, Venezuela et Thaïlande, et franchement, c'était bien. Aujourd'hui, le problème pour les 10 prochaines années, c'est plus du tout de rester riche ou de conserver sa liberté de jouissance de notre vie. Ça, c'est fini. Le problème, c'est pas de se faire piquer son argent via l'inflation et la monnaie, ce qui est un problème, l'un des pires problèmes qu'un peuple mondial, parce que maintenant c'est mondialisé le bordel, puisse gérer. Et puis dans 10 ans, donc ça c'est là dans les 10 prochaines, c'est entre maintenant et dans 10 ans, ça c'est la target. Donc ça déjà les gens se débancariser, ils me disent mais alors on prend de l'argent chez soi. Non, mec, la monnaie que tu es en train d'utiliser, ils vont te l'utiliser pour te plomber ta gueule. Donc tu ne mets pas l'outil avec lequel ils vont te plomber ta gueule chez toi, ça sert à rien, on t'en laisser dans la banque. Donc les gens comprennent déjà pas ce que c'est débancariser et la violence monétariste qui s'annonce. Et puis après, quand on regarde au-delà de 10 ans, bah, bien évidemment, le seul objectif, ça va être de rester en vie, puisque le système est là pour buter et réduire la population, et je pense que ça va démarrer dans 10 ans. Et donc, du coup, j'ai le même... Ouais, là c'est vraiment un peu en avant, quoi. Là t'es en train de... Tu vois, là, en 5 minutes, t'as répondu à toutes les questions que je voulais te poser, déjà. C'est exactement ça. Mais bon, on peut aller un peu en avant. Ouais. Allez, à la prochaine, dans 4 ans. Merci. Non, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'ai en permanence, pour moi... Justement, j'oublie le passé, parce que le passé n'est pas très intéressant, et surtout, ayant démarré les marchés financiers à 18 ans, je me suis aperçu que c'était pas linéaire et que je pouvais pas truster ma mémoire d'humain. La mémoire, en fait, est un outil qui est perverti, comme les rêves. D'ailleurs, pas mal de gens pensent que les rêves, c'est utile, c'est complètement perverti par tous les systèmes énergétiques, psychologiques, inconscients. Donc, la mémoire, on peut pas lui faire confiance. Moi, quand j'avais 18 ans, en fait, j'écrivais mes prévisions en horizon 15 jours, 3 semaines, et je rouvrais au bout de 15 jours avant de les rouvrir, je me demandais, mais alors qu'est-ce que tu avais prédit il y a 15 jours? Et donc, je me faisais, je pensais me souvenir de ce que j'avais prédit, et puis ensuite, j'ouvrais ce que j'avais noté. Ça avait la plupart du temps rien à voir, et là, je me suis scratché la tête dès mon plus jeune âge en me disant, mais putain, c'est quoi ce cerveau de merde? C'est quoi ce bordel, quoi? J'étais persuadé que j'avais pensé ça, et en fait, non, j'avais pas du tout écrit ça. Donc, en fait, aujourd'hui, j'en ai 50 ans, on est 32 ans plus tard, donc j'ai vraiment une certitude, c'est qu'on ne peut pas truster son mental et ses mémoires en tant qu'humain, et que le passé, qui, ne serait-ce qu'à 15 jours, on ne peut pas être projeté sur le futur de manière linéaire, parce que c'est la vie, c'est des cycles, etc. etc. Donc, je comprends que beaucoup de gens veulent absolument faire confiance à leur mental, à leur cerveau, s'y accrochent. Mais moi, je vous garantis un truc, c'est le pire des choses à faire, parce que on ne peut pas se faire confiance en tant qu'humain. Ça ne fonctionne. On pervertit les mémoires pour trouver du confort au quotidien. On change, on se ment, mais alors à l'infini. Et donc, depuis 32 ans, j'ai des réflexes, parce que pour moi, en fait, le début de la folie humaine démarre quand on perd le contact à la réalité, en fait. Quand on s'en écarte, c'est là qu'on devient dingue, en fait. Et donc, rester au contact des faits, écouter la réalité sans juger, sans rien, pour moi, c'est vital. Parce que sinon la vie se rate sur cette mécanique psychologique et mentale de l'être humain. Et moi, très tôt, j'ai foutu ça à la poubelle pour vivre autrement, au plus proche de ce que j'estime être la réalité factuelle, et en évitant tous les travers humains qui consistent à juger, à oublier, à modifier, à changer, à mentir, sciemment ou inconsciemment. Voilà, donc pour les gens, le futur, le passé, le présent, pour eux, c'est un piège, et malheureusement, on est dans un système agressif où il faut quand même essayer de se demander où est-ce qu'on va à horizon 10 ans. Où est-ce que va le collectif à horizon 10 ans? Parce que si on ne se pose pas cette question, on prend un système dans la gueule et on est esclave, parce que de toute façon, la vie sur Terre est un système esclavagiste qui a 5000 ans d'âge. Alors, il y a des variations mineures, mais la vérité, c'est qu'on est toujours, d'une manière ou d'une autre, esclave du système. Et le seul moyen d'obtenir un minimum de satisfaction, c'est de pédaler 5 à 10 ans en avance sur le système, en se demandant où ils vont, comment les élites vont manager le parc humain.
c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est pour ça que ça s'est mieux passé pour moi que pour 99% des gens, parce que j'ai un rapport au futur euh, productif, on va dire. J'ai un rapport au futur opérationnel qui fonctionne correctement. Le souci aujourd'hui, c'est que le futur est pas beau. Ouais. Parce qu'actuellement, tu vois donc le plan qui se met en place de limiter les libertés, etc., etc. Non, les libertés, elles sont limitées depuis toujours. Pour avoir vécu dans des pays merdiques, hein, le Venezuela, c'est quand même un pays qui est fondamentalement ultra dur. C'est un pays, c'est comme l'Afrique. On n'est pas dans un pays en voie de développement, le Venezuela, on est un pays du tiers-monde. Ce que j'en ai tiré comme leçon, c'est que la pauvreté démarre quand on n'a pas l'opportunité de financer son déplacement. C'est-à-dire qu'on est assigné à résidence de manière mécanique, sans même qu'un gouvernement intervienne, quand on est pauvre. Ça, c'est une leçon très importante que j'ai prise au Venezuela, c'est de comprendre que la pauvreté permettait le contrôle intégral des mouvements du peuple. Parce qu'après, bien sûr, il y a 8 millions de personnes qui se sont barrées du Venezuela en marchant. Ils peuvent se barrer en marchant. Mais dans le quotidien et dans la vie courante, soit on a l'argent pour financer son déplacement, soit on ne l'a pas. Les libertés qu'il y en a en Europe n'ont absolument pas grand-chose à voir avec ce que j'ai connu dans ma jeunesse, ou dans ta jeunesse probablement. Il n'y a pas une réduction des libertés. Les libertés, il n'y en a plus beaucoup parce que c'est comme on dit, c'est que maintenant tout le monde est libre, mais rien n'est permis. Le niveau de contrôle a clairement... Moi, je me suis barré, je l'ai déjà dit publiquement, je me suis pas barré assez tôt. C'est-à-dire que le niveau de liberté était total entre 2000 et puis 2010. C'était un programme. Je me suis barré en 2009 et j'ai vécu entre 2009 et 2016. Ils ont commencé vraiment à refermer le système avec FATCA aux US et puis plus tard CRS en Europe. Les banques, parce qu'en fait, les banques, c'est un outil de contrôle majeur. Ils ont commencé à le fermer vers 2016-2017. Ça s'est lancé en 2014, mais c'est devenu opérationnel en 2017-2016. Donc, entre 2009 et 2016, c'est vrai que j'ai joui d'une liberté totale. Et c'est vrai que depuis 8 ans, la liberté s'est réduite massivement. Mmh. Très massivement, ouais. Mais le niveau de liberté qu'il y avait en 2010 ou en 2020, en 2010, en France, on n'était pas libre non plus. Je veux dire, la collecte était déjà massive. Financièrement, l'État, quand même, prend 2/3 de ce qu'on produit, quoi. Ouais, mais on arrive à par exemple, un truc tout bête. Là, moi, je suis en Espagne, là. La semaine dernière, je pouvais plus faire de virement et je pouvais plus envoyer d'argent par truc. Oui, oui. Et j'appelle mon banquier et mon banquier me dit parce que ton KYC n'est pas à jour, il faut que tu m'envoies ton impôt sur le revenu. Oui. Alors moi je lui dis mais l'argent c'est moi qui l'ai donné, c'est le mien quoi. Donc maintenant tu me demandes de justifier un papier pour pouvoir retirer l'argent qui est à moi. Et là on arrive à un moment où là tu te dis vraiment là on est arrivé, l'argent que tu mets à la banque il n'est plus à toi quoi. Non, il n'a jamais été à toi. Légalement ça c'est une fiction en fait. L'argent qui est déposé dans une banque est légalement, il y a des contenus sur TikTok qui sont sortis. TikTok français est extrêmement basse fréquence et bas niveau, mais sur le TikTok anglais, on est sur un niveau international extrêmement performant pour se documenter. Il y a des mecs en Angleterre qui ont documenté ça. Dans les contrats, la légalité, les lois qui régissent les dépôts des épargnants avec les banques, c'est pas ton argent. Tu le mets sur un compte. C'est pour ça que tu peux tout à fait le perdre en cas de faillite. C'est pas ton argent. Donc la question en tant qu'Européen, c'est pas de se dire je mets mon fric à moi dans une banque. La question c'est de se dire est-ce que les banques européennes sont des partenaires pour ma vie courante? Et la réponse est non. Donc il faut tout simplement aller ouvrir des comptes dans des pays qui font une offre et un job meilleur pour soi en fait. Donc je pense notamment aux banques suisses. Peut-être qui ont des filiales à Luxembourg, mais on peut pas travailler avec des banques françaises aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est plus possible, c'est invraisemblable ce qu'ils font. On n'a plus la liberté. C'est pas la banque au nom de l'État. En fait, ils ont privatisé le contrôle du peuple et donc la banque
comment dire, sert de police en fait. Ouais, exactement. Elle fait un job collectif. Depuis la loi sur le terrorisme, on est tous considérés comme des terroristes, et le prétexte de ça, on fait que te demande de justifier chaque fois de plus en plus de choses pour pouvoir retirer ton argent et bouger ton argent surtout. Alors que normalement c'est le cas, tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux. Oui, et puis en plus, il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a un système pour riches dans les banques d'affaires où il n'y a pas toutes ces conneries, et puis un système pour pauvres. Mais même dans les banques de réseau, alors je sais pas comment c'est en France. Je suis en Espagne, donc mais c'est pareil. Hein. À Panama, je crois que dans certaines banques, il faut mettre 100 000 minimum pour être VIP. Dans d'autres, il faut être 250. Je crois qu'aux US, c'est 250 000 $. En Espagne, c'est 100 000 pour passer en premier et 300 000 pour passer en privé. Voilà, bon bah c'est les mêmes chiffres un peu partout. Auquel cas, quand tu rentres dans la banque privée, tu es plus du tout traité par les mêmes personnes et t'as plus du tout les mêmes forces de frottement. Donc on retrouve mon histoire du Venezuela de se déplacer. Il y a vraiment un système pour pauvres, un système pour riches. On est en train de revenir au système dans le passé. Enfin, c'est ce que je constate. C'est-à-dire, le système mondial est en train de buter la classe moyenne. Et on est en train de recréer une classe de pauvres et de riches. Voilà, basiquement, partout dans le pays, dans le monde entier. C'est d'un côté des riches, de l'autre des pauvres, et la classe moyenne, on la bute. Sauf qu'en fait, la classe des pauvres, elle est plus pauvre comme avant. C'est-à-dire que, en fait, la classe moyenne va être dégradée et elle va être mondialisée. Ça, je le vois partout. C'est-à-dire, c'est une classe moyenne ou une classe inférieure qui va de 700 $ par mois à 2000 $ par mois. Voilà, ça va être le 99% de la population. On va enlever les pays d'Afrique et les pays du tiers-monde qui, eux, crèvent la dalle. Littéralement, t'as 2 milliards d'humains qui crèvent la dalle dans des conditions abominables. Donc, eux, on va les sortir du giron parce que de toute façon, économiquement, ils représentent pas grand-chose. Alors, entre parenthèses, on peut faire marcher la planche à billets pour sauver les entreprises pour le Covid, mais on peut pas faire marcher la planche à billets pour éradiquer la faim dans le monde. Hein. Ouais, mais ça, depuis toujours, on n'est pas géré par... Il n'y a pas de force du bien sur Terre, on est géré par des démons. Ouais. Mais grosso modo, ils sont en train de créer une classe mondiale moyenne de 5 milliards d'individus qui gagnent entre 700 et 2000 $ par mois. Et pour toi, que ce soit, je sais pas si je suis les actualités en France, que ce soit les Insoumis, le RN ou Macron, c'est tout pareil, non? Ou... Il y en a un qui va accélérer... les gens ne me croient pas, mais depuis 6 ans, 7 ans, j'avais réduit de 99% mes sources d'information en français. Je suis passé en anglais. Et le seul mec que je suivais en français, c'était Michel de Guillermet. Et il a arrêté de publier sur son blog. Donc, je suis à 100% en anglais. Je ne sais pas ce qui se passe en France. D'accord. Je sais juste que Macron, parce que je l'ai vu passer sur TikTok, parce qu'on suspecte que ce soit Donald Trump qui a balancé le fichier à la youtubeuse Black là pour buter Macron, qui je sais pas trop quoi a couillé avec les US. Ce que je peux te dire sur le circuit anglo-saxon, c'est que la petite Brigitte Macron, ils se la farcissent. Ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, ouais. Il se le farcisse a priori parce que il ressemble pas beaucoup à une femme d'après tous les dossiers américains. Voilà, donc ça c'est les seules news que j'ai et ce que ça sort pas en France. Ça sort pas. Si en France il y a juste eu en France ça sort pas que les États-Unis sont en train d'attaquer Macron par sa femme. En France, il y a une personne, une youtubeuse qui est mise à la justice par Macron pour... je suis pas le terme exact, je crois que c'est transphobie, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que c'est ça. Pour avoir dit des trucs... pour avoir fait une émission de 4 heures, j'ai lu... C'était dans Le Parisien, alors je crois que c'était pour avoir fait une émission de 4 heures sur... le possible genre de Brigitte. Mais par contre, ça sort pas que tu sais que sur les anglo-saxons, ils l'appellent Jean-Michel, hein, ils l'appellent pas Brigitte. Non, mais ça, mais attends, mais ça c'est.
Jean-Michel, est-ce que ça non, je sais pas trop quoi. Mais sur mon TikTok, mec, c'est tous les 2 jours que ça sort. Ouais, mais est-ce que ça sort je veux dire, dans le monde, ou est-ce que ça sort Ah non, ça tourne. Il y a des centaines ou des milliers de vidéos. Je sais plus comment elle s'appelle. On sait juste qu'elle a rencontré Trump parce qu'elle a été filmée 2 ou 3 jours avant qu'elle fasse son émission. Et donc, certaines mauvaises langues suggèrent que Trump a balancé la peau de banane pour que ça glisse mieux pour notre ami Macron. Voilà. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des 500, des 1000... Et pourquoi attaquer Macron, en fait? Ah, je sais Pourquoi pas Macron trop, et pourquoi pas un autre? Pourquoi on attaque Macron, on attaque la France, ou qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, je connais pas les motivations. Je pense qu'ils se sont foutus sur la gueule pour des motivations je sais pas sur quoi ils sont, mais ils ont... Je sais pas. Ouais. Ça m'intéresse pas trop, en fait. D'accord. Non, parce que ce qui me fait marrer juste, c'est que là, hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo passer où t'as un mec sur un plateau, je sais pas ce que c'est comme plateau, qui dit j'ai passé des heures à essayer de trouver des photos de Brigitte jeune, j'en ai pas trouvé, alors que Vladimir Poutine, qui était un KGB, un gradé KGB, il sort une photo de Poutine jeune qui a 12 ou 13 ans, il dit j'ai quand même réussi à trouver, alors que le mec était KGB, une photo de lui, quand il a 12 ou 13 ans, j'ai jamais trouvé une seule photo de Brigitte Macron. Ah, c'était le KGB qui a fait bien son boulot et qui a fait toutes les photos depuis qu'il est né, quoi. Et bah donc, ça veut dire que les services secrets français n'ont pas fait leur boulot, ou alors qu'elle n'existe pas. Voilà. Ouais. Puis en fait, c'est Jean-Michel Trogneux, je sais pas trop quoi. Ce que je veux te dire, c'est que la production de contenu sur notre supposée première dame de France, dans le monde anglo-saxon, mon gars, ça prend cher. Mais il y avait la même chose avec comment il s'appelait? C'était Obama, non? Elle s'appelait comment? C'était Bah oui, mais le dossier à charge sur Michelle Obama, parce que la mère un jour a dit qu'elle avait 2 fils, je sais pas trop quoi. Et le dossier à charge est quand même nettement plus léger que ce qu'il y a sur la Dame de France, qui alors là, il faut quand même dire que quand on regarde les arguments, c'est quand même compliqué de continuer à penser que c'est une femme, ce truc. Ouais, mais question à $1 million maintenant. Bon, supposons que Brigitte soit pas Brigitte, et alors? Pourquoi ce serait un scandale? Parce que maintenant, on est... Mais parce que le mec, il ment comme il respire. Parce qu'il l'a pas dit, quoi. Le problème, c'est qu'il l'aurait pas dit, parce que le problème... Il a pas été élu. Mais c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'aptitude à créer des mensonges de niveau national à un tel niveau que c'est ça qui choque les gens. Oui, mais pourquoi le mensonge? Pourquoi ne pas avoir dit dès le début ce que c'est, quoi? Bah, il n'aura jamais été élu. On va pas dire un mec qui se tringle un travelot, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un parti conservatif de la population qui va dire, mais je vais pas voter pour un détraqué sexuel. Bon, il faut que ce soit prouvé, hein. Moi, je suis sceptique. Je trouve que c'est quand même en gros. En Europe, c'est normal parce que tu vois pas tous les contenus défiler. Moi, je suis complotiste 3.0. Moi, je suis complotiste 3.0, mais là, pour Brigitte, c'est complotiste 5.0. Bah, c'est au niveau au-dessus, là, j'y arrive pas encore, quoi. Ah bah, parce que t'as pas vu les dossiers américains. D'accord. Parce que moi, à la base, je m'en bats les couilles. J'ai pas mis un pied en France depuis plus de 10 ans, 12 ans, je sais plus. Macron m'intéresse pas, la France m'intéresse pas, et donc de savoir qui tringue Macron, franchement, je m'en bats les couilles. Bah, moi aussi, c'est pareil. Hein, moi, j'habite en Espagne, mais bon. Mais quand tu vois sur ton TikTok les dossiers qui sortent, tu te dis putain quand même là. Tu te dis quand même putain, elle est énorme là, et la quenelle là, elle est correcte. Hein. D'accord. Franchement, elle est dans un beau niveau là, parce que les dossiers qui sortent, c'est compliqué d'argumenter contre. Ouais. Obama. Voilà, je trouve que c'est un peu léger, ça m'intéresse pas non plus, voilà, mais je trouve que les dossiers qui sont sortis sur Michelle Obama, mais là, sur Brigitte, mon gars, c'est carré, hein. Ouais. Bon. Ce qui sort, c'est vraiment carré, je trouve. Après, je me gourre peut-être, hein, mais les dossiers sont carrés. Ouais, donc là, on voit, Charles parle vraiment de tout, hein. Donc, on va voir si on va se faire fermer la chaîne, hein. Merci, Charles, hein. J'irai te voir au Panama. Non, quand tu vas fermer ta chaîne, il faut que tu insultes les femmes occidentales, que tu parles du Covid et que tu dis que le carbone, ça n'existe pas. Et là, t'es bon. Hein. Ouais, donc on va pas parler de ça, on va parler de quoi alors? Putain, ça va être compliqué de trouver un sujet. Hein. Ouais.
Alors, comment protéger son patrimoine alors, est-ce qu'il y a un risque? Ouais, le risque de perte de patrimoine est très important. Et comment le protéger? Donc, tu dis, allez dans des banques genre Suisse. Bon, la Suisse, maintenant, c'est comme l'Europe, c'est fini. J'ai une offre. J'ai demandé à Johan, que tu connais bien, puisqu'il est derrière cette interview, en tant qu'intermédiaire, de rajouter un onglet inflation sur mon offre débancarisation 10 minutes avant que tu appelles. D'accord. Je pense que l'outil 2.0 du communisme pour collecter le patrimoine privé jusqu'à 2030, avant l'instauration des CBDC, ça va être l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, l'inflation n'est pas reportée au peuple dans les différents pays correctement, mais en fait, l'inflation sur les produits courants aujourd'hui est probablement se balade entre 10 et 20% par an. Donc il y a une déperdition de pouvoir d'achat massif, ce qui permet en fait de forcer les gens à allouer dans leur budget mensuel et dans leur épargne une part de plus en plus importante pour les biens de consommation courante. Et donc petit à petit, leur niveau de vie chute. Et là, on avait ce phénomène depuis quelques années, depuis le Covid, mais là, c'est en train de s'accélérer. Panama, hier, j'étais faire des courses, j'ai sauté au plafond, j'en ai eu pour 1000 balles. Je devais faire pour ma ferme, pour acheter de la bouffe pour les gars, et puis pour moi, j'ai eu 2 tickets de 500 balles, c'est jamais arrivé. On est face à une inflation alimentaire et des biens courants, c'est-à-dire les staples, je sais pas comment on dit en français, mais tous les produits staples de la vie courante. On est face à une inflation vraiment très forte, et il est évident que les salaires n'augmentent pas au même niveau, et il est évident que c'est justifié par des chiffres d'inflation qui sont aujourd'hui faux. Donc, on va arriver à une guerre civile à un moment, parce que les gens, tant qu'ils peuvent pas bouffer, tant qu'ils peuvent bouffer, ça va. Ils peuvent pas partir en vacances, etc. Quoique, moi, j'habite sur la côte et je peux te dire qu'en Espagne, des Français qui viennent vivre ici et qui sont toute l'année et qui viennent en vacances, il y en a plein. Donc quand on parle de crise, je sais pas où aller parce que j'en vois de plus en plus des touristes. Je sais pas ce qui se passe. Et attends, j'ai bouffé ce que je voulais dire. Et là, tu parlais de la guerre civile. Ouais, parce que quand les mecs vont commencer à dire, je peux plus acheter du pain, c'est là où je me rebeller. Le mec que tu dois voir sur ta côte en Espagne, ce sont des héritiers. Des retraités, monsieur. Des retraités, c'est-à-dire les baby-boomers qui ont acheté de l'immobilier complètement décoté et qui nous le refourguent x10, ou des héritiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour s'enrichir en France, moi j'ai les stats. Ou des fonctionnaires. Hein. Ça gagne que dalle, les fonctionnaires. Non, de la corruption. Il y a que 2 moyens de gagner de l'argent aujourd'hui dans un système comme la France. C'est soit tu hérites, ou soit tu fais de la corruption. C'est-à-dire que tu voles l'argent public. Tu vois bien les Jeux Olympiques, ils ont coûté 10 milliards. Tu as des extensions de budget à l'infini. Ça, c'est la franc-maçonnerie, tous les copains qui se gavent dessus. Ça existe Quand j'étais en France, c'était le TGV. C'est-à-dire, ils devaient faire le TGV entre Paris et Rennes. Et donc, ils avaient étendu entre Le Mans et Rennes, de mémoire. Et la facture avait été doublée ou triplée. Non, mais la France. Ils avaient fait un Lyon-Marseille, et qui passait par. Ils l'avaient dévié pour la faire passer dans un terrain d'un ministre, je crois, si je dis pas de bêtises. Le Lyon-Marseille. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils savent très très bien combien coûte la construction d'un TGV. Se gourer de 200% par rapport au devis initial, c'est juste pas possible. Bon, je veux bien croire qu'il y a des abrutis en fonction publique, mais il y a quand même une limite à la connerie humaine, surtout en France. On est un pays productif. À Panama, c'est pas mal. Hein. À Panama, c'est pas mal. Hein. Nous, on a Florentino Pérez. Il veut pas que la place. On a Florentino Pérez qui est le président du Barça et qui a l'une des plus grosses. Vous saurez pas pour Paris-Rennes comment ils ont payé, comment ils ont niqué de la même manière il y a 25 ans ou il y a 20 ans qu'ils ont niqué les Jeux Olympiques. Je vous le dirai pas. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, c'est juste que aujourd'hui c'est du pillage intégral d'une infime minorité de la population via de la dépense publique. C'est comme ces gens-là, tu les retrouves sur ta côte en Espagne en vacances. Les bateaux que tu vois dans les ports de la Méditerranée, qui sont des extrêmement beaux bateaux, des voiliers, des bateaux à moteur, qui sont des œuvres d'art,
on a un certain nombre, voilà, on a discuté déjà, systématiquement, quand tu interroges les captains, c'est de l'argent mafieux, systématiquement. Il n'y a aucun mec normal, honnête, qui peut se payer des bordels pareils s'il n'a pas hérité ou s'il n'est pas la mafia, s'il n'est pas corrompu, s'il n'a pas piqué de l'argent public, tu peux pas aujourd'hui t'enrichir. Enfin, il y a un mec sur 100, voilà, qui va être au bon endroit dans l'économie, mais ce que je veux dire, Ouais, c'est qu'en termes de probabilité, sur une population de 100 mecs, t'as un ou deux mecs qui vont s'enrichir de manière honnête au contact de l'économie privée. De toute façon, aujourd'hui, les PIB publics, il n'y a que les PIB publics qui augmentent depuis 5 ans. Il n'y a aucun PIB privé qui augmente. Enfin, moi, je te dis, les retraités que j'ai, par exemple, que je connais, ceux qui ont un peu d'argent, il y en a un, il avait une usine de textile Oui, mais dans le retraité, ça compte Champagne. pas. Je te parle aujourd'hui. Je te parle Oui, pas du mec qui a profité des baby ouais, boomers et de l'économie ouais, normale. oui, Aujourd'hui, si tu as 30 ans, 20 ans, tu peux pas oui. t'enrichir si tu restes légal, honnête. Soit tu as fait de Et l'argent quand tu aussi, étais avant et que maintenant tu es à la retraite, soit... Ouais, d'accord. D'accord. bah, bien sûr, Hmm. il y a des exceptions statistiques, c'est-à-dire moins de 5%, on va dire, mais 95% des gens, s'ils n'ont pas hérité, s'ils volent pas, s'ils sont pas dans le système de la dépense publique et de la corruption, bah, t'es pauvre. Tu rentres dans l'immense majorité des gens qui ont 2000 balles par mois pour vivre et qui se déplacent difficilement, qui bouffent de plus en plus difficilement, des produits de merde et qui sont malades. Parce que c'est ça la conséquence. Si tu dépenses pas ton argent dans la bouffe, t'es malade. On le voit à Panama très clairement. Hmm. Si tu dépenses pas la bouffe de qualité qui te rend pas malade, coûte cher. Donc si tu dépenses pas là-dedans, tu vas à l'hosto et tu as des dépenses de santé. C'est ça le système esclavagiste 2.0. Et l'outil derrière tout ça, c'est l'inflation qui n'est pas traquée correctement. Et donc cette inflation, elle est créée par la gestion monétariste des États, les déficits budgétaires, la gestion de la masse monétaire, la gestion des taux d'intérêt, la gestion de la distribution du crédit. Toutes ces conneries-là. Donc, il ne faut pas dire, ah, c'est la faute à Poutine, machin. Non, c'est directement les autorités monétaires et politiques du pays qui créent une inflation semi-artificielle et qui, derrière, ne la reportent pas de manière à ce que les salaires réels baissent. C'est ça qu'on a à faire depuis 5 ans. Ça va mal se terminer, on est bien d'accord. Ouais, C'est pour voilà. ça que je t'ai parlé qu'il faut rester en vie. Le nouvel objectif, c'est pas de se faire piquer son argent via ce mécanisme et ensuite de pouvoir rester en vie. Rester en vie, comment on fait alors? On va au Panama, on va en Thaïlande, on achète du Bitcoin, on achète de l'or physique et on le met à la banque. Non, je rigole, on le met sous le matelas. Bah, l'or n'est pas nominatif. J'ai plein de clients, j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux de clients 2.0 qui sont venus et qui sont sortis leur or. Entre le spread, alors c'est encore pire sur l'argent, mais entre les spreads de cotation sur le marché physique, plus le fait que c'est pas nominatif, il faut aller le vendre son or, il faut faire plein de voyages en Belgique ou ailleurs, parce que sinon on est enregistré, il y a les taxes, les machins. Pas pratique de bouger de l'or. Hein. Mhm. L'or est pas vraiment un outil, et en plus c'est très cher. Alors, le Bitcoin alors? L'or, il faut le vendre. Il faut le vendre en ce moment. Il faut pas l'acheter. On est en haut de cycle. Les monnaies, les cryptos alors? Moi, quand C'est ils Johan commençaient qui à m'a dit, Johan CBDC, justement qui m'a dit que tu avais sorti comme quoi le Bitcoin avait été créé par nos amis américains. bah, dans le code du Bitcoin, je sais plus comment c'est, SSH 259, je sais pas trop quoi. En tout cas, dans les archives.org, il y a un document d'un scientifique de l'NSA, le responsable mathématique de l'NSA, un Big Pont, qui a écrit en 1997 ou 98 un document sur comment créer une monnaie euh, euh, sur le modèle de Bitcoin. Donc, on est quand même 10 ou 15 ans avant. Donc, il y a un document voilà, de 50 pages avec tout comment ça marche, avec le code mathématique SSH, je sais plus trop quoi, 159, qu'on retrouve dans le Bitcoin. Voilà. Je dis juste que ce document existe sur les archives.org et qu'il est enregistré bien avant la création Internet rapide ADSL en 2000. C'est un vieux document. NSA c'est quoi? Excuse-moi, c'est... La NSA, c'est comme la CIA, le FBI, c'est un organisme d'écoute. C'est le plus D'accord. gros organisme, probablement, c'est plus gros que la CIA, la NSA. D'accord. Donc la crypto, on abandonne aussi. Alors c'est pas un
bien Je sûr, il sais reste pas pas, grand-chose. Hein. tu passes d'un sujet à l'autre, je ne Ouais. sais pas. Tu me poses une question, je te dis qu'il y a un document retrouvable sur archive.org, de la même manière que j'ai retrouvé les modèles qui prédisaient l'écroulement, les 7 modèles d'intelligence artificielle qui prédisaient l'écroulement, qui ont été bien sûr sortis du web, sont encore visibles dans les archives. Je te dis juste qu'on trouve des informations dans archive.org. Je ne sais même pas pourquoi, c'est ce que je dis à Yann, je ne sais même pas pourquoi archive.org est autorisé. Parce qu'il y a des bombes à retardement enregistrées dans les mémoires du net. Mhm. D'accord. Donc les cryptos, je sais pas. Est-ce que c'était créé par la NSA? Je sais pas. En tout cas, j'ai des sources très correctes qui expliquent qu'à la NSA, ils ricanent de la manière dont ils ont baisé la gueule au monde entier avec cette histoire de Bitcoin. Je sais pas. Je peux pas, je suis pas dans la salle en train de les voir ricaner. Je dis juste, ça lance un petit doute et je dis juste que ils ont prévu de lancer les CBDC probablement en 2029. La Banque CBDC, centrale, c'est quoi CBDC, Charles? CBDC, c'est les monnaies digitales d'État. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a publié avant-hier son rapport dans lequel elle explique les chiffres que je donne depuis 3 plombes, qui est qu'ils vont lancer leur premier prototype sur la sphère publique, ils vont le lancer en 2029, ce qui a toujours été mon chiffre, mon année. Voilà, donc après, est-ce que les États, quand on voit comment ils nous traitent, est-ce que les États vont accepter l'existence d'un système crypto privé, qui n'est pas d'ailleurs, il est plus anonyme ce système, mais est-ce qu'ils vont accepter la compétition de monnaie privée quand eux auront une alternative publique? Mhm. Je sais pas, j'ai pas les réponses. Par contre, c'est des questions qui font que je suis pas très confiant. D'accord. Donc, comment Donc il y a pour survivre l'instant alors? il existe un système pour se débancariser. Donc je parle en fait, j'avais une offre dans laquelle je publiais des informations. Il y avait, je sais plus, 150 clients dedans. Et là, j'avais pas envie de recréer une offre, c'est trop lourd, ça me faisait chier. Je suis pris sur plein d'autres projets. Donc, j'ai mixé mon offre débancarisation à l'intérieur de la quotidienne de Charles. Donc, les mecs ont gratuitement mon offre débancarisation là-dedans. Et je peux te dire juste qu'aujourd'hui, il existe un système pour se débancariser via des pierres qui est complètement standardisé pour le coup et qui permet en plus qui est en bas de cycle et qui permet de commencer à se débancariser. Des pierres, tu Maintenant, veux dire pierres précieuses ou pierres oui, bâtiment? non, pierres précieuses, oui. Non, l'immobilier, Oui. je sais pas où ils vont, mais là, l'immobilier, ça va pas dans le bon sens. D'ailleurs, entre les actes de propriété, la tokenisation, je sais pas trop dans quel sens ça va, mais il y a un trop gros l'immobilier, c'est l'inflation en fait, c'est de ce dont je parle. Mhm. Les loyers, c'est-à-dire que le prix au mètre carré par rapport au prix des loyers, par rapport au budget et salaire réel, le décalage arrive à un niveau où les gens vont plus pouvoir payer. Je pense que c'est le but de l'État, c'est de collecter tout ça en fait. Le but, si on part du principe qu'il y aura du communisme 2.0, le but c'est d'amener à la faillite tout le monde. Et l'inflation est vraiment un outil redoutable parce que on commence, on est aux portes là en fait. Ça y est, sans révolution, ça. Les gens comprennent rien à l'inflation, comprennent rien au salaire réel, comprennent rien à la valeur réelle. Ils sont tout le temps en train de regarder le prix de l'or en euros. Ils enlèvent pas l'inflation, ils n'ont aucune idée de combien vaut l'or par rapport au passé. L'or est en baisse depuis 2011, ils le savent même pas, ils comprennent pas que la parité de pouvoir d'achat elle est fixée par le dollar aux États-Unis, qu'après l'euro c'est juste un renégat du triangle dollar-or. Comprennent pas le système de valeur mondial réel. Donc, pour moi, le gouvernement, ils ont pris le bon cheval pour asservir le monde via l'inflation, parce que les gens comprennent rien. En fait. Et puis, ils disent rien parce qu'ils comprennent rien. Tant que tu fais augmenter la valeur nominale de ton salaire chaque mois ou chaque année, les gens se disent, bon, bah, ça progresse, alors qu'en fait, ils sont en train de régresser massivement. Et comme tu prélèves 5% par an, les mecs, ils sont même pas capables, ils sont capables de revoter pour Macron 5 ans plus tard, alors qu'ils les enculent depuis 5 ans, et ils vont revoter pour lui. Ils ont même pas de mémoire à 5 ans. Comme je te dis, la mémoire et le mental humain, tu peux pas leur faire confiance. Donc, sur un horizon de 5 ans, si tu fais 5% d'inflation, ça fait 25%, mais les gens peuvent. Non, je pense pas qu'il y aura de révolution. Je pense que le système, il est parfaitement rodé.
Ouais, mais t'arrives à un moment, il va t'as de l'inflation, et tu peux gober l'inflation jusqu'au moment où, bah, tu peux plus acheter à manger pour toi et tes enfants, quoi. Et c'est Et ben là ça où sera ça trop devient dangereux, tard. quoi. Ben, à ce moment-là, ils vont dire bon bah les mecs, au fait, effectivement, vous constatez comme nous que le système est pété, c'est la faute à Poutine, au Covid et ce que tu veux. Et ben on va changer. Et là, ils vont te filer une CBDC. C'est ça le but. Des tickets de rationnement, quoi. Non, ils vont te filer une monnaie que tu auras dépensée que sur une certaine zone géographique, dans des conditions données. Et puis si tu ouvres ta gueule, si ton crédit social est pas bon, si machin, si t'as dit que t'enculais ta grand-mère, et ben là, on t'enlèvera 20%, 30%, 50% sur le mois en tant que punition. C'est ce que dit Klaus, il dit, les gens n'auront rien, mais les gens vivront heureux. Non, ils vivront morts dans un Hmm. cimetière. Hmm. Ouais, Ils vont se suicider. c'est clair. Enfin, c'est pas clair. Je Et tout suis... ça, ça va arriver via l'inflation parce que les gens comprennent pas l'inflation. Donc, j'ai fait rajouter il y a 10 minutes l'inflation dans mon offre des bancaires. Parce que je me suis aperçu, la clé du bordel, c'est pas d'avoir une solution, il y en a une. Pour se débancariser actuellement, elle est très structurée, elle existe depuis des siècles, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de comprendre le piège. Et le piège, il passe par l'inflation. Donc, faut trouver un produit anti-inflation, sans effet de levier, alors. Non, je comprends pas ta question en fait. Faut trouver un produit intangible, en fait. C'est-à-dire la pierre, de l'or, du bitcoin, même, enfin, quelque Non, non, chose non, dans où on l'inflation, n'a ça pas se un effet de résout pas. levier, Non, quoi. non, l'inflation, ça se résout par de l'autonomie par rapport au système. Parce qu'à l'époque, notre dernière interview, tu terminais justement en disant d'être autosuffisant avec le concept de tribu. Tu as avancé un peu là-dedans ou tu es complètement... Oui, parce qu'on avait parlé la dernière fois, tu voulais acheter... La dernière fois, on s'était arrêté. Tu étais en train de reprendre une usine de glace, je crois, si je me alors souviens bien. c'était pas c'est une petite fabrique qu'on a bien larguée bien vite. Non, on a une ferme ici de 200 hectares à Panama. D'accord. Pour vivre en autarcie ou comment ça se fait Bah, pas maintenant, mais dans le futur, si vraiment ils vont jusqu'au bout de leur connerie. Il y a des théoriciens qui disent qu'ils vont échouer. Ouais, mais donc tu viens sur la terre, sur l'immobilier et tout ça, mais t'as pas peur, par exemple, d'une nationalisation ou d'un truc comme ça? Mais je suis pas en Europe, moi, je m'en bats les couilles. Mais tu crois que entre l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie, c'est pas tout globalisé ça? Tu vois encore une différence entre l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Asie? Ou tu crois que... Bah, viens visiter l'Amérique latine. Ils sont même pas foutus de produire 2 jours d'affilée le même repas dans un restaurant. Tu crois qu'ils vont appliquer le communisme? C'est une blague. Alors tu crois qu'en Non, mais fait... t'as aucune idée du chaos, t'as aucune idée du chaos latino. C'est pour ça que attends, depuis un siècle, tout le monde se planque en Amérique latine parce que c'est un bordel sans nom, qu'il n'y a jamais de guerre. Je pense sincèrement, et je suis très content que l'Amérique latine existe. Je pense sincèrement que les latinos sont même pas capables de se faire la guerre entre eux. Hmm. Ils ont d'autres choses. Ils apportent d'autres choses au monde, mais il y a les gants, leur violence à eux est complètement différente du reste du monde, et la violence des États, c'est que du communisme, etc., c'est la corruption, mais c'est du mensonge et de la Voilà, c'est corruption de de la A à corruption, Z. la corruption du totalitarisme et tout ça, quoi. En fait, tu peux acheter tout avec... C'est ça, non, l'Amérique du Sud, Oui, non? oui. Mais en Europe, c'est pareil, sauf que le niveau qu'il faut pour payer est inaccessible pour 99,99% de la population. Ouais. Mais le système est corrompu. C'est la corruption mondiale. Mais la violence policière et le niveau de sophistication en Europe n'a rien à voir avec le reste du monde. Enfin, l'Occident est bien plus sophistiqué que l'Amérique latine. Enfin, mais mec, ils ont 30 ans de retard, l'Amérique latine. Mec, à Panama, pour essayer de faire fonctionner un WooCommerce, quand tu achètes en ligne, une fois sur deux, tu peux même pas payer. Les gateways de paiement, ça marche même pas. C'est D'accord. même pas foutu de faire fonctionner des sites online. Donc, on n'est pas du tout sur le même niveau de sophistication. Et Panama est le pays le plus structuré d'Amérique latine, le plus agréable, il y a des avocats, il y a les Américains qui ont mis en place des process, et ces process sont restés après le canal, de la gestion du canal, et Panama est bien. Mais ça n'a rien à voir, l'Amérique latine n'a rien à voir avec l'Europe. Tu peux pas projeter l'Europe sur le reste de l'Amérique du monde. Hmm. Je connais pas l'Afrique, mais je suis sûr que l'Afrique, c'est encore un autre délire. C'est encore.
C'est-à-dire qu'en fait, la structuration enlèverait des libertés et permettrait une corruption. Enfin, la sophistication, l'occidental est sophistiqué, c'est un être humain qui est sophistiqué. Hmm. Et puis il y a aussi le rapport à la femme. En Europe, en Occident, ça n'a rien à voir. La femme, elle est là pour castrer les hommes. Dans une partie non négligeable du monde, la femme, on a des femmes d'autrefois. Nous, ici, on n'a pas des femmes modernes. L'État contrôle les hommes via les femmes. T'avises pas de descendre dans la rue, toi. T'avises pas d'aller militer contre l'inflation. Tu vas rester ici, là. Ça, toutes les mégères qui sont en train de contrôler leurs mecs. Mais mec, c'est pas du tout pareil. Ouais. Le mec en Amérique latine, il pond, il se barre, il paye que dalle, il se casse tout de suite. Il y a pas de couple qui tienne, c'est un chaos sans nom. Ouais. Et donc profiter du chaos pour continuer à vivre alors. Bah, beaucoup de Français en sont incapables. Quand je vois au Venezuela les Français qui arrivent, ils partent tous dans le décor. C'est vraiment insupportable comme pays. En tant que Français, c'est insupportable le Venezuela. Donc j'ai une petite parenthèse. T'es parti quand au Venezuela? Parce que moi je l'avais connu. J'avais suivi ton époque Thaïlande, Costa Rica, Panama et Venezuela. J'ai raté. C'était entre les deux. C'était après. C'est 2021, ouais. C'est après alors. Après Panama. Bah, je suis toujours à Panama. Hein. Panama, c'est mon pays à vie. D'accord. Je pense abandonner mon passeport français s'arrête en 2029. Je le renouvelle pas. J'abandonne ma nationalité française en 2029. D'accord. Mais le Venezuela, c'était entre Costa Rica et Panama ou c'est en parallèle avec Panama? C'est en parallèle avec Panama. D'accord. Et pourquoi le Venezuela? Pourquoi tu es parti au Venezuela Bah, vas-y, puis tu vas comprendre très rapidement. C'est là où il y a le plus grand nombre de Miss Monde, c'est ça, non? Il y a du matos. D'accord. Il y a du matos. Ok. D'accord. Okay. Et aussi, le Venezuela est intéressant parce que la bulle monétariste a pété. Je suis à 2 doigts. Là, je vais essayer de vendre un bateau. On a rendez-vous début juillet. Et si je le vends, je vais acheter une maison incroyable, mais vraiment incroyable, une maison de millionnaire. C'est-à-dire qu'il faut au moins $1 million dans n'importe quel pays du monde pour avoir la prestation de la maison que j'achète. Et le prix, je ne vais pas le dire publiquement, mais c'est inimaginable pour n'importe quel Français. Si je dis ce prix-là, ils me croiront jamais. Je vais peut-être mettre, je sais pas en fait. En fait, j'ai déjà une maison. Je me demande si je vais pas chercher un Français justement $100 000. J'aurais un voisin. La maison est excellente. Elle fait 200 mètres carrés. Il y a piscine, il y a tout l'équipement. Il y a 4 chambres. Elle est très très bien. Elle est en parfait état. Mais toi, c'est $100 000. Je vais la vendre $100 000. Mais je voudrais avoir un voisin parce que moi, la maison que j'ai achetée, elle est voisine de celle-là. Donc, soit je trouve un Français qui me plaît, avec lequel on est voisins et donc comment dire, parce que Venezuela est un pays compliqué, donc il faut faire extrêmement attention aux gens, il faut des gens extrêmement résilients, des survivors. Mais si je trouve un Français vivre une aventure au Venezuela et le faire devenir mon voisin pour $100 000, ok. Sinon, mon deuxième scénario, c'est que je vais garder 2 maisons, puis je vais mettre 2 femmes différentes dedans. Je vais faire deux familles. D'accord. Ouais. Mais le Venezuela est intéressant parce que tu peux acheter des actifs, tu peux obtenir un niveau de vie. Si tu veux, aujourd'hui en Europe, 80% des prix pratiqués, c'est du vent monétariste. L'intégralité de tout ce que tu achètes, il y a 80%, c'est du vent. C'est-à-dire, c'est des impôts, des règlements, de la monnaie dévaluée, du n'importe quoi. Les prix sont complètement coupés de la réalité physique actuellement en Occident. Donc le Venezuela en 2016 a explosé en plein vol. Donc aujourd'hui, tu as les prix réels. Donc évidemment, ces prix réels n'ont rien à voir avec le reste du monde. Donc tu peux obtenir au Venezuela un niveau de vie. Tu sais, quand tu enlèves 80%, c'est-à-dire que tu multiplies par 5 à 10 ton niveau de vie immédiatement en vivant là-bas. Donc le niveau de vie actuellement que j'ai, je l'ai chiffré. Si je vivais comme ça en Floride, j'aurais besoin de $4 millions. Le niveau de vie que j'ai au Venezuela actuellement correspond à $4 millions
de Floride. Ouais, mais t'as quand même du risque, t'as quand même... Enfin, c'est comme tu dis, il faut quand même être survivor pour être là-bas, quoi. Et en plus, du jour au lendemain, on peut te nationaliser ta maison, on peut te dire maintenant, vous partez, vous êtes plus là, vous venez faire quoi, vous avez parlé mal du gouvernement, Bah, pourquoi veux-tu? c'est Pourquoi précaire, veux-tu? quoi. Non, mais et tu parles mal du gouvernement quand le gouvernement est une fiotte. Mais je crois, moi, au Venezuela, tu parles pas du gouvernement, jamais. Jamais. Hmm. Tu crois on se latte dans la rue, personne, parce que tout le monde est armé et tu ouvres jamais ta gueule et tout le monde a tellement peur de se ramasser la police, elle fait pas du canon à eau dans la rue au Venezuela, mec. Hein. Elle sort les flingues et elle chute dans la population direct. Donc tu vas pas faire comme un connard de français dans la rue à chialer avec ton gilet jaune pour avec des gna tu m'encules. Non, tu fais pas ça au Venezuela parce que tu sais que si tu fais ça, tu te ramasses une balle et puis il y a plus personne qui a rien à foutre de ta gueule. Donc tu ne parles pas du gouvernement, tu vas pas chauffer les mecs dans l'air en faisant ton ego de con de merde. Tu fais très attention, tu cultives tes relations avec des hauts gradés dans l'armée et dans la police pour avoir de la protection et ça se passe très bien. Mais c'est tout le comportement gamin de l'Européen de base le Venezuela, c'est une polarité inverse par rapport à l'Europe. Donc tout le comportement de base de l'Européen, qui de mon point de vue est de la gaminerie, ça fait 15 ans que je vis plus en France et que j'ai une vie internationale, c'est une vie d'abruti en Europe. On te rend abruti, on te féminise, on t'abrutit, donc tu descends ton niveau, ton aptitude à calculer, à évaluer, à quantifier, à choisir. On te le descend tellement bas que tu deviens un abruti. Et puis qui plus est, on te dit t'as du pouvoir, t'es important, t'es intelligent, t'es machin, et donc tu commences à péter au-dessus de ton cul. C'est pour ça que les gens, ils arrivent pas, les Français, ils ont du mal à vivre à l'extérieur, parce que quand ils arrivent dans d'autres systèmes de vie où il n'y a pas tout ça, ben un jour, ils prennent un TGV dans la gueule et c'est trop tard et ça se passe très mal. Il y a beaucoup de gens qui se font tondre, beaucoup de Français se font exploser, voler. Oui, la vie est plus dangereuse en dehors de l'Occident, oui. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la vie est impossible. Oui, la vie est impossible si on veut continuer à être un Français occidentalisé et vivre dans un pays non occidentalisé. Ça, oui, je te garantis que ça se passe mal. Maintenant, tu peux tout à fait changer tes valeurs, ta manière de vivre, ta manière de penser, et t'adapter à un nouveau système. Maintenant, le Venezuela est un pays extrêmement dur. Je recommande pas. Hein. Si vraiment vous voulez barrer, Costa Rica, Panama, c'est vraiment. Costa Rica est très américanisé avec les Canadiens, quoi, et le Panama, ça ressemble plus à un petit Dubaï, c'est-à-dire il y a une élite économique mondiale de bonne qualité. Panama, c'est pour les entrepreneurs. D'ailleurs, tous les gauchos qui s'expatrient à Panama quittent pour aller au Costa Rica. Ça se ventile. Costa Rica, récupère tous les beatniks, là, les démocrates américains et les gauchos socialos d'Europe. Et Panama récupère tous les entrepreneurs et les mecs qui ont encore envie d'en découdre économiquement. Ça se ventile comme ça. Et les gens, ça c'est amusant parce que quand ils se gourent d'aiguillage, le gaucho qui arrive à Panama, il tient pas longtemps. Ça l'insupporte parce qu'il voit pas l'intérêt du pays, évidemment, puisqu'il produit pas. Et quand il arrive au Costa Rica, par contre, il se sent chez lui et vice-versa. C'est-à-dire tous les mecs qui ont plusieurs millions de dollars que je connaisse, qui sont arrivés au Costa Rica suite aux pubs sur le climat, le machin, la forêt, mes couilles, et j'en passe. Ils tiennent un an ou deux ou trois avec tout, comme c'est ultra socialisé, le Costa Rica, ils jettent l'éponge et ils partent à Panama. Ça, ça c'est courant, ça, c'est chaque semaine, t'as des histoires comme ça. Mhm. Mais je pas au Venezuela. Non, le Venezuela, c'est un pays qui n'a rien à voir. Ouais, c'est un pays dingue. Je savais pas que tu avais dingue. le droit à la propriété au Venezuela, tu vois. Non, il faut une cédula. Hein? Il faut une cédula, il faut une carte d'identité. Ouais, t'as l'option, c'est toujours pareil, t'as pas le droit d'avoir plus de 49%, etc., comme en Algérie ou à Dubaï, je sais même pas, à Non, Dubaï. En Algérie, je suis sûr. Hein. tu fais une procédure avec une carte d'identité et ensuite, si t'as pas ta cédula, tu peux pas posséder. D'accord. Au registre national. Et pour avoir la cédula, il faut être là-bas pendant pas mal de temps, non? Tu vois, tu viens de faire ton européen. T'as pas posé le bon problème. Ça marche pas comme ça. Ah, il faut payer qui pour avoir sa cédula, alors? Là, tu Voilà. commences à poser des meilleures questions. Alors, et après, il faut payer. Alors, qui? Après, la question d'après, c'est il faut payer combien, non? Parce que qui on sait, il faut payer combien, quoi? Non, qui, tu sais pas. C'est complètement aléatoire. C'est du chaos, il n'y a pas de règle, mais par contre, payer, oui, il faut payer. Ouais. C'est du pur chaos, le Venezuela. Du pur chaos dans lequel
si tu veux, il y a pas mal. Pour moi, vivre en Europe, c'est un truc de zombie, en fait. Aujourd'hui, et là, ça va s'accélérer. C'est-à-dire que on se fait une interview dans 10 ans, les gens, ça sera des zombies. C'est-à-dire que ils auront une telle, comment, il y aura un tel poids de l'État sur leur gueule, dans leur vie courante, qu'ils auront besoin en face d'un tel niveau de mensonge pour tenir debout, qu'on aura des humains pétés. C'est ce que j'ai appris en ma vie internationale. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une chose sans son contraire. Tu veux de la sécurité, les États t'en vendent, moyennant quoi tu deviens zombie parce que tu perds le sel de la vie. Donc le Venezuela est un pays extrême, et je pèse mes mots. Je ne connais pas l'Afrique, je pense que l'Afrique est probablement plus extrême, ou alors s'apparente au Venezuela. Le Venezuela est un pays extrême. Pour savoir ce qu'on fait, ça exige voilà, beaucoup d'expérience, de sagesse et de solidité. Mais moyennant quoi, du fait de cette extrémité, tu te sens vivant là-bas comme nulle part ailleurs. C'est l'aventure. Ça me rappelle Chaque jour au Venezuela, c'est l'aventure. C'est l'aventure. La vraie, t'es vivant. Tes hormones sont au taquet maxi. Quand j'arrive à Panama, ouais, j'atterris. 2 heures d'avion, j'atterris. Voilà, je prends mon petit Uber. Je vais dans mon petit hôtel 5 étoiles, au milieu de mes petits buildings. Je vais faire mes petites courses dans toutes les petites supérettes, super high level qui coûtent une blinde. Mec, c'est un petit Occident. Panama City, c'est une ville internationale. C'est au niveau mondial, en fait. Donc tout est bien. J'ai payé mes petits avocats, mes petits machins, mes banques, les trucs. Là, tout est bien carré comme il faut. Et le premier soir que j'arrive du Venezuela, j'ai tout mon système hormonal qui s'arrête parce que je suis plus dans le chaos. Je me retrouve dans un univers aseptisé. Et généralement, le premier soir, je vais pas bien. Donc, je reste plus jamais seul quand j'arrive du Venezuela parce que si je reste seul à l'hôtel, c'est trop violent, en fait. Là, c'est violent. Parce que le Venezuela révèle en toi la partie vivante qui n'existe plus en Europe. Belle lurette. Et qui existe de moins en moins sur cette planète. Le Venezuela est un pays qui te permet c'est un pays masculin, on va dire, ça génère en toi toute la testostérone, l'adaptation. C'est bien. Alors pas tous les jours, hein, pas tous les mois, mais c'est génial à vivre. Pour un monde, je regrette le Venezuela parce que là, je reviens de 15 jours. En plus, il n'y a pas eu trop de bordel pour une fois. Et donc, t'es vivant. Fait que tout le pays est dysfonctionnel, en fait. Le pays fonctionne pas. Tout est dysfonctionnel. Ah, ça me rappelle quand moi, dans mon ancienne vie, quand j'étais à l'export et je travaillais j'étais à l'export dans des machines pour l'agroalimentaire. Et on allait à la Roumanie, en Roumanie, par exemple, quand elle s'ouvrait, ou en Biélorussie, en 2004, 2005, 2006, mais tu vas là-bas, c'est quelque chose de complètement différent. Déjà, tu arrives, tu es européen, donc déjà, tu passes directement sur la classe plus, tu rencontres toujours des gens qui sont plus, et tu vois ça d'en haut, et c'est vrai que au niveau testostérone, c'est... pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que quand l'URSS s'est écroulé en 90, je pense qu'entre 1990 et 2000, dans le bloc de l'Est, il y a un certain nombre d'Européens qui ont été... Je regrette. Je n'ai pas compris à cette époque. Mais je pense que tous les Européens qui sont partis là-bas ont dû vivre des aventures extraordinaires. Moi, en Roumanie, j'allais beaucoup en 2002, 2003, 2004, en Biélorussie, 2005, 2006. Et je peux te dire que tous les gens qui avaient 40, 50 ans, je travaillais pour une boîte espagnole, qui partaient avec moi en Espagne, tous, en Roumanie, partaient là-bas et montaient un business. Et beaucoup sont restés là-bas. Parce que c'était à l'époque où ça s'ouvrait. Moi, quand je suis arrivé à Otopeni, à Bucarest, il y avait des oiseaux dans l'aéroport, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien du tout. Et des voitures, il n'y avait que des R12. Et ça a complètement évolué en 4 ans. Et quand tu arrivais là-bas, par chance ou par malchance, normalement, les fromageries, elles ne sont pas au centre-ville. Hein. Donc tu vas un peu dans la Roumanie profonde, tu passes dans des trucs et tu dis waouh.
il y a trop de trucs à faire, quoi. Tout de suite, t'analyses avec ta mentalité d'occidental. Il manque ça et ça. Et les mecs, il y en a plein qui sont allés là-bas et qui ont monté des trucs. Nous, les Espagnols, on faisait ça. Alors, les Français, eux, ils arrivaient, ils restaient à Bucarest, ils prenaient tous leurs rendez-vous au Hilton ou au Radisson ou au truc comme ça, ils reprenaient l'avion au retour. Et que nous, les Allemands et nous, les Espagnols, on prenait la bagnole et on faisait le tour de toute la Roumanie. J'ai dû mourir, je sais pas trop, j'ai failli mourir, je sais pas combien de fois en voiture parce que là-bas, c'est plutôt des trous comme ça qu'il y a dans les rues. Et vraiment, quand tu reviens, tu dis waouh! Là, tu as pris une claque, quoi. Et c'est vrai que la différence de rythme entre quand tu pars là-bas et quand tu reviens est complètement différente. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais pour te dire aussi, c'est pas que le business, c'est la vie courante. C'est-à-dire que là, tu as un petit team, on est un petit groupe. Euh, les liens entre les hommes sont forts parce que t'es dans un système chaotique et les hommes qui se regroupent pour affronter un système chaotique, ça crée une ambiance, ça crée une fraternité, ça crée des émotions que tu peux pas créer dans un système qui est sécurisé. C'est pas que le pognon fait le pognon. Au Venezuela, il n'y a pas de pognon à faire. Le Venezuela est le pays le plus riche au monde. C'est ça qui est dingue aussi. C'est que c'est le pays le plus riche. C'est eux qui ont les plus grosses réserves de tout. Donc, mais c'est le big business. Tu touches pas. Et sinon, le pays est ravagé économiquement. Il n'est pas solvable. Donc, tu peux pas faire de business en interne dans ce pays-là. J'ai essayé, j'ai breaké une règle de base que j'ai arrêté il y a 8-10 mois. J'ai jeté l'éponge. C'était n'importe quoi d'avoir tenté de faire ce que j'ai fait, c'est pas grave. Le fait est que même dans la vie courante, au Venezuela, j'ai des émotions que je trouve pas ailleurs. Ouais. Donc après, sans Panama, ça serait impossible, tu deviens fou là-dedans. Mais avec Panama comme vie principale et Venezuela comme vie secondaire, c'est parfait. Et tes investissements, tout ça, ton patrimoine, pour faire fructifier, tu étais toujours en investissement sur les marchés ou tu es plus sur ta ferme, par exemple, ou sur des pierres, l'immobilier c'est dispatché comment actuellement? Alors j'ai trop de biens physiques et pas assez de... Je suis en train de réorienter. En fait, j'ai pris un virage, ça démarre là, il y a deux clients d'université investisseurs qui travaillent sur deux projets différents par rapport à la robotisation de stratégie mensuelle et puis trading court terme. Je vais augmenter la part du patrimoine financier pur parce que je suis parti trop loin j'ai trop de trucs, je suis trop de choses en fait. C'est n'importe quoi. J'ai 10 bateaux, j'ai des terrains, des machins, des conneries. Donc je vais réorganiser un petit peu. Mais tu sais, je m'en bats les couilles parce que je pense que le système va sauter. À partir du moment où tu mets en place une monnaie digitale contrôlable, les êtres humains ne peuvent pas vivre sans s'échanger. On le voit dans les prisons, on le voit partout. Tu as besoin d'une monnaie pour t'échanger. Donc à partir du moment où l'économie mondiale va vouloir prendre contrôle d'une monnaie et la conditionner, tu vas nuire à la capacité et à l'aptitude des humains à s'échanger. Et je pense que ça va tenir même pas un an avant que le système mondial s'écroule. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont échouer. Ces élites communistes diaboliques vont échouer. Donc à partir de là, je suis pas du tout, et ça fait longtemps que je le sais, ça fait 8 ans que j'ai cette information, donc j'ai toujours utilisé mon patrimoine pour vivre et non pas pour le futur. Donc quand je vois beaucoup de gens et beaucoup de mes clients, j'arrête pas de leur répéter, qui s'accrochent à leur patrimoine pour les lendemains incertains, je passe mon temps à leur rappeler, écoutez, il y a quand même une probabilité non négligeable que le système shift pour la première fois depuis l'Allemagne, en fait, il y a un siècle. Pourquoi pas vous profiteriez un petit peu de votre pouvoir d'achat acquis pour vous amuser et réaliser votre liste de rêves plutôt que pour remettre à demain, parce que demain, franchement, il y a une énorme probabilité pour que vous le preniez dans la gueule. Donc moi, en tout cas, j'ai vraiment utilisé mon argent plus pour jouir de la vie que pour faire des placements. Ce qui veut pas dire que quand je dis que je vais refinanciariser mon patrimoine, c'est parce que j'ai envie de m'amuser avec des robots. C'est mon dernier projet, en fait. J'ai envie de mettre sur orbite tous ces robots, tous ces modèles que j'ai reçus du monde énergétique. J'ai envie de les proposer à la location, ce qui est un énorme travail, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais je le fais par passion
et non par intérêt financier. Honnêtement, pour moi, il faut que je gagne 1 million de dollars environ d'ici l'arrivée du système. Après, je m'en bats les couilles, en fait. Donc, C'est je suis un bizarre peu parce hors que d'un système. côté Moi. c'est difficile de suivre. Je suis un peu l'avocat du diable. Hein. C'est un peu difficile de suivre parce que d'un côté tu dis ouais, il faut pas avoir voilà, de l'argent, etc. Pas avoir le Oui, principal. Et après tu dis et moi il me faut 1 million d'euros non, à 10 ans non, quoi. non. Je vais gagner 1 million d'euros, 1 million de dollars d'ici ce que ça saute pour les dépenser. Ah Je pour les vais dépenser, d'accord. m'amuser. Non, non, je vais m'amuser à refinanciariser une partie de mon patrimoine parce que je suis trop dans les actifs physiques à mon goût. Je suis à 80% actuellement. Voilà. Et deuxièmement, ce que tu vois pas, c'est que, écoute, depuis que j'ai quitté la France, j'ai gagné 5 millions de dollars. Donc, évidemment, quand je dis une partie de mon patrimoine par rapport aux gens en France qui sont pas concernés par ce merde, ben, je veux dire, en France, c'est pas possible. Les gens te disent, ouais, il y a flat tax de Macron à 30%. Bah ouais, mec, mais tu payes 20% de TVA, donc déjà, tu as 50. Ensuite, tu as tous les taxes annexes. Moi, je connais pas tout ça. L'argent que j'ai gagné, je l'ai conservé. Deuxièmement, les gens ne comprennent pas, ils comprennent rien à la valeur réelle. Donc, ils gagnent une monnaie dévaluée. Donc, ils savent pas, mais leur pouvoir d'achat, leur sueur, quand je gagne des dollars, mon dollar est surévalué par rapport à peut-être par l'achat mondial de 20 à 30%. Quand un mec européen il gagne moins 25 par rapport, pour chaque heure travaillée, sans même que je travaille plus ou moins que lui, il y a déjà un écart de 40 à 50% en pouvoir d'achat. Donc tu multiplies ça par 15 ans, par des milliers d'heures chaque année travaillées, et, et tu comprends que ma situation financière et patrimoniale n'a rien à voir avec le mec qui est en Europe en train de se faire tondre et qui comprend rien de ce qui lui arrive et il sait même pas pourquoi il n'y arrive pas. C'est pas que je suis doué, c'est que j'ai juste pas joué avec les règles du jeu du système qui est là pour me faire le cul. Donc Mhm. après, j'ai envie de m'amuser à faire des robots d'investissement. C'est ma passion depuis 30 ans. Je l'ai délaissé depuis 5 à 10 ans et j'ai envie d'y revenir. Donc oui, je vais revendre quelques actifs pour pouvoir aller m'amuser là-dedans. Mais je reste assis sur quand même probablement 2 millions d'actifs physiques qui Ouais, c'est trop. ouais. Faut que je dois en revendre et donc voilà. Donc maintenant, j'ai besoin de gagner 1 million de dollars dans différents business. Je suis en train de lancer 2 projets différents en dehors de tout YouTube. J'espère que ça va générer 1 million de dollars d'ici à ce que le système saute. Et il est clair qu'en 2030, j'aurai zéro sur mes comptes bancaires. J'aurai pas de passeport français dans les mains et j'espère n'avoir que le strict minimum sur mes comptes bancaires. Et tu auras quoi? C'est-à-dire que ce 1 million de dollars, pour moi, c'est pour ça que j'ai créé un onglet inflation dans mon offre débancarisation parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la débancarisation. Ils ne comprennent pas comment ça marche par rapport à l'inflation, comment on transforme son argent en objets qui permettent de gérer l'inflation, en fait. Mhm. Et donc, ils vont se faire, de mon point de vue, ils vont se faire baiser. Donc, en 2031, je pense que ce qui est dingue, c'est que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a publié mais exactement ce que je raconte depuis 2 ans, qui est qu'en 2029, ils mettent sur orbite une CBDC. En 2030, ils s'affairent à la généraliser. Et en 2031, elle deviendra obligatoire. Et une fois que c'est obligatoire, ça va tenir un an et demi, et le système va cracher. Parce que ce qu'ils veulent, c'est virer la dette souveraine, qui est monstrueuse, en créant une monnaie digitale sur laquelle ils appuient sur un bouton. D'abord, ils vont voler les populations Ils mondiales vont via de t'obliger l'inflation. à passer à cette monnaie digitale. Mais parce que tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de pouvoir d'achat. La monnaie qu'on connaît aujourd'hui va mourir. Ils ne donnent pas le choix. C'est justement tout le corner. C'est justement l'intelligence démoniaque du système. C'est que là, tu dis, ouais, il y a un risque de guerre civile. Mais mec, tu vas voir qu'ils vont pas descendre dans la rue, les gens. Ça va dériver. Et puis dans 5 ans, on se dit, ah merde, c'est trop tard. Bah ouais, c'est trop tard, mec. Bah maintenant, je vais t'enculer avec une CBDC. Voilà. C'est maintenant qu'il faut aller dans la rue. Si les gens étaient intelligents, je dirais maintenant dans la rue, mais ils sont pas intelligents. Ils vont pas aller dans la rue. Ou si c'est intelligent, ils se barreraient, ils transformeraient leur argent en staples, en outils de production d'autonomie. Mais non, ils vont pas faire ça. Ils vont continuer à avoir heureux. Et tu vas voir, en 2031, quand la monnaie sera généralisée CBDC, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, bon, bah, on a un problème de dette, hein, donc maintenant, on va dire que les dettes, je sais pas trop ce qu'ils vont branler, mais ils vont appuyer sur des boutons pour régler le problème de la dette, puisqu'ils auront un contrôle total et absolu de la monnaie. Et ce faisant, pratiquement inévitablement, on va cracher.
Et Parce que tu tu crois peux que pas. le contre-pouvoir de l'Occident, enfin de autant ONU avec la Confédération de Shanghai et le BRICS, ça peut être intéressant ou pas du tout? Alors déjà, notre ami Poutine, qui est le garant du contre-pouvoir, commence à se faire un peu vieux. Hein. Hmm. Est-ce qu'il sera là quand ça va péter le CBDC? J'espère, parce que c'est un peu le seul adulte dans la classe actuellement. Donc, est-ce qu'il sera là? Je sais pas. Euh, Moi, je pense qu'ils sont corrompus, que c'est juste, c'est artificiel. Mais j'en suis pas sûr. Et toi, Et je pense que excuse-moi. je pense que le BRICS s'est créé artificiellement. Voilà, on a vu en 2000, on a dit bon, ben, on arrête la guerre froide, c'est bon, on va taper sur la gueule des barbus là. Donc on a fait ça pendant 20 ans, ça nous occupait. Puis au bout de 20 ans, et bon, bah, ça fait chier les barbus, on va retaper sur la gueule de la Russie. C'est comme s'il y avait besoin en permanence d'un ennemi, même artificiel. On sait aujourd'hui que les États occidentaux, par rapport aux barbus, c'était plus ou moins créé de toutes pièces. Je sais pas, je n'arrive pas à jauger Poutine. Il est extrêmement ambivalent. Je pense qu'il est nationaliste, mais qu'il est assis à la table mondiale. Et tu vois, par exemple, la Banque de Russie, nationale de Russie, elle est toujours à la BIS en Suisse. Hein, ils l'ont pas virée. Hein. Hmm. L'Europe, au final, n'a pas de jacté, mais elle achète de plus en plus de gaz russe. Donc, il y a les déclarations et puis il y a ce qui se passe en réel. C'est compliqué Ouais. d'évaluer. Mais je pense que c'est corrompu et qu'en fait, c'est un seul et unique game et qu'on va tous le prendre dans la gueule avec les monnaies et le problème. Et toi qui es en Amérique centrale, en Amérique du Sud, le phénomène Milley, il est perçu comment là-bas? Ou c'est pas un Ah, je phénomène sais du pas. tout? Ouais, C'est mais pas du je tout. sais pas, mais je perds pas mon temps avec ce genre de conneries, j'en sais Mhm. foutrement rien. Je sais juste qu'il ment comme il respire, l'autre, voilà, Voilà, c'est ma et question. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut changer les donnes ou quelqu'un qui non, veut justement que l'Argentine s'aligne avec les US oui, ça pour a l'air, casser un en peu les tout cas, BRICS? c'est ce qu'il montre, mais pour moi, il n'y a que deux mecs actuellement. Non, il y a trois politiciens sur Terre. Tous les autres, ils sont corrompus. Il y a Trump, il y a Poutine et il y a le mec du Honduras, là, je sais plus comment il s'appelle. Non, Ouais, Salvador, là, ouais, mais qui est, je sais pas trop mais qui quoi. est celui qui a mis tous les latinos, enfin les gangs en prison, non, c'est pas lui. Ouais, et qui parle du satanisme, de la pédocriminalité, etc., qu'il a constaté en allant faire les interviews, qui est effaré de la quantité, du niveau de satanisme qui est utilisé pour gérer le monde. Donc, pour moi, il y a ces trois mecs-là, et tous les autres, à 100%, sont corrompus. Putain, c'est fou quand même, parce que ça, c'est un peu vu comme, dans la presse et dans la société actuelle, c'est vu comme l'axe du mal, quoi. Poutine, Trump et... non, comment il s'appelle? C'est pas Makelele, c'est lui, quoi. C'est le jeune, là. Ouais. Euh, Non, c'est des gens qui sont nationalistes, c'est-à-dire qui s'intéressent à leur peuple et à leur pays. Tout. Il y a hmm. plus de, il y a pas d'axe du mal ou d'axe du bien. La souveraineté de la France, elle a été vendue il y a je sais pas combien de temps. Il y a plus de pays en fait. Il y a un axe du mal mondial, ouais, il y a une mafia mondiale, ça c'est clair, qui contrôle l'intégralité des pays. Je pense que cette mafia a trois ennemis, c'est Poutine, Trump et puis l'autre, mais comme en Honduras il est tout petit, c'est ils intéressent. Je sais même pas comment il est encore en vie. Je sais pas quel deal il a avec la CIA et comment il a réussi à survivre, ce mec-là. Parce que dès qu'il ouvre sa gueule, honnêtement, j'ai commencé à le regarder. C'est vrai que je me dis, mais putain, comment il le laisse en vie, lui? Et comment je saute un peu du coq à l'âne, excuse-moi. Comment est-ce que quelqu'un comme Trump, par exemple, peut continuer à exister dans un pays comme les États-Unis avec la CIA qui bloque Ah ben on tout? sait pas. Est-ce qu'il va rester en vie ou pas? Ça on sait pas. Ça c'est vraiment pas garanti. C'est Euh, pas garanti du tout. Attends, putain, les élections elles n'ont pas encore eu lieu. Hein. Attends, laisse voir les 5 mois qui arrivent. mhm. Il y a le soutien massif des Américains. Aujourd'hui, il a collecté, je sais plus, 400 millions de dollars. C'est, c'est il est considéré comme le dernier espoir. C'est Trump. Sur cette planète, le dernier espoir, c'est Trump. S'il n'y a pas Trump, on part en enfer tout de suite. Donc, Mhm. les Américains le soutiennent massivement. Tous les sondages sont faux. Donc, par rapport à Biden, voilà,
mecs, ils zozotent et tout. Mais est-ce qu'il va rester en vie? Ça, je pense qu'il y a tout le pays qui se pose la question. En fait, tout le monde a peur qu'il claque, je pense. Pas mal de gens ont peur. Tous les gens qui ont une cervelle ont peur que Trump claque, parce que alors, s'il claque, c'est la fin des haricots, là. C'est terminé. Mhm. Intéressant. Mhm. Ouais. Donc, espérons, mais moi, je suis pessimiste, hein. Est-ce que Trump J'étais pourrait pas optimiste. être... Tu sais, en 2010, quand je suis parti, j'avais une lettre. J'avais des clients, une centaine de clients dans une lettre qui s'appelait Vote argent, je sais plus trop quoi. Et tous les mois, je disais, parce qu'à l'époque, c'était la Grèce, c'était l'écroulement de l'Europe, c'était la crise et tout. Et tous les mois, moi, j'étais très optimiste. C'était écrit à horizon 10 ans, croissance, pas de crise, etc. Ce qui énervait pas mal de mes clients. Bon, c'est ce qui a eu lieu. J'ai jamais eu de crise en Europe entre 2010 et 2020. Je suis encore un petit peu optimiste jusqu'à 2028-2029. Je pense qu'on a 4-5 ans. Donc, j'ai jamais été pessimiste de ma vie sur le futur. J'ai toujours été optimiste, justement. Donc, contrairement à beaucoup d'Européens qui sont très pessimistes et qui attendent une crise depuis 15 ans qui n'a jamais eu lieu. Mais alors après, le CBDC, en fait. Pour moi, le début de la fin, c'est le CBDC. Ça démarre avec ça. C'est ce qui va tuer. La monnaie, c'est Bretton Woods 3, mais le problème, c'est que c'est Bretton Woods satanique et démoniaque. Donc, on n'est plus dans une volonté, comme en 1971, de construire un futur. On est dans une volonté de détruire le futur. Donc, je serais pessimiste à partir de 2029. Très pessimiste. Mhm. D'accord. Ok, ben, belle conclusion. Donc Charles, après, disons. comment l'Amérique latine perçoit tout ça? Mais les mecs, ils perçoivent Zop ta mère, ces gens-là, ils en ont à foutre, ils vivent à horizon 24 heures. Ils s'en foutent complet de la terre entière, ils s'en foutent complet. Justement, c'est des gens qui te calment. Justement, en Amérique latine, tu te calmes parce qu'ils te font, tu vis d'une certaine manière. C'est compliqué. Ces gens-là ne sont pas capables d'envisager la vie au-delà de 48 heures. Ils vivent au jour le jour. Ce qui est bien, en partie. Ce qui est mal pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à construire, à stratifier une stratégie, à la développer. Mais par contre, dans la vie courante, c'est des mecs qui sont calmes. Enfin, ils sont chaotiques, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour nous, Européens, ça fait du bien de se confronter à une logique de vie à 24 heures. Ouais. Donc l'Amérique latine, de toute façon, elle vaut zéro en économie. Donc savoir qui, quoi, comment, on s'en bat les couilles. Hein. Franchement, l'Amérique latine, c'est... Il n'y a C'est au rien. jour le jour, quoi. Non, mais l'économie vaut rien, il n'y a rien. Et tu crois qu'avec le chaos qu'il y a en Amérique latine, en Amérique du Sud, ce sera possible de mettre en place une monnaie électronique? Ah bah alors ça, bah, moi, je pense que ça va échouer. Pour ça, justement. Parce que je suis justement dans la rue, le dollar de rue. Je vois pas comment... je vois pas comment... ouais, ça... Là, tu soulèves un point. Là, tu soulèves un point concret et non pas théorique. Justement, en Europe, ça sera possible. Ah, si tu veux, il y a je sais plus combien, 20-30% de la population qui est même pas bancarisée. C'est pour ça que ça a échoué en Afrique, leurs tests. Les mecs, ils ont pas de compte bancaire, donc Ouais. là où je vis dans ma ferme, c'est pas bancarisé. Toute la région où je suis, il n'y a pas de banque. Je deal avec des gens en billets. Il n'y a pas moyen de les payer. Là, j'ai acheté 50 planches de tech de 2 inches, des grosses planches. Le mec, je dois lui payer 852 $. Je peux pas lui acheminer parce qu'il faut que j'aille là-bas et c'est compliqué et voilà. Il n'y a pas Ouais. de banque. Donc, c'est bien la question. Ça c'est la question. C'est pour ça que je vis ici aussi. C'est pour ça que je me disais tout à l'heure, ouais, Charles, je crois pas que ça va être pareil pour toi que, bah, mec, viens voir où j'habite, tu vas comprendre. T'as pas de banque. Donc, ce qui peut se passer, ou ce qui va se passer, ce que j'anticipe, c'est que des monnaies locales vont surgir. Euh, S'ils suppriment le dollar, les billets, les, les gens pourront pas traiter. Donc, ils vont créer des outils de valeur à s'échanger qui seront reconnus en local. Et donc, mon job va être de les identifier et d'en acheter un max pour pouvoir continuer à assurer ma supériorité numérique pour avoir mon confort de vie, en fait. Parce On revient un que peu à ce la que les gens féodalité, parlent en fait. On revient un peu à la féodalité.
Moi, je, moi, je pense que ça va échouer. C'est pour ça que j'anticipe un Ouais. crash mondial. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Je pense que le CBDC ne peut pas Ouais. fonctionner. Je pense que ce projet est démoniaque. Et je pense que c'est le trigger que tout le monde attend depuis 25 ans ou 30 ans, ils ont eu tort. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est comment se fait la croissance économique. Aujourd'hui, depuis 20 ans, en fait, ou depuis 30 ans, c'est une alternance de dépenses, de déficit budgétaire. Euh, de, ok, l'un des trucs les plus débiles que je peux voir sur le net français, c'est pour ça que je vais plus traîner sur le net français, ce qui m'énerve. Le truc le plus débile, c'est de penser que quand le gouvernement français ou alors américain, avec tous les crétins dans l'or là, qui est avec le dollar, c'est de penser que les gouvernements qui font du déficit budgétaire, l'argent a disparu. Non, quand il y a du déficit budgétaire, le gouvernement injecte dans l'économie de l'argent supplémentaire. C'est seulement qu'au lieu qu'il soit injecté dans des forces productives, il est injecté dans des forces publiques. Et on sait très bien que les fonctionnaires sont complètement improductifs par rapport aux capitalistes privés. On a les stats en Angleterre et dans les pays anglo-saxons. Les différentiels de productivité sont énormes. Donc c'est juste qu'on est en train de dépenser comme des idiots de l'argent à des gens qui sont incapables de produire. Et donc cet argent est pas mis à la poubelle, contrairement à ce que tout le monde pense, mais il est dépensé de manière non optimale. Et, Mais il est dépensé via la corruption. Et donc, ça fait augmenter le PIB public. Donc, ça fait augmenter la croissance. Depuis 20 ou 30 ans que les gens attendent une récession, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'y aura jamais de récession, puisque le gouvernement, il suffit qu'il fasse du déficit budgétaire comme ils font depuis 30 ans partout dans le monde pour stimuler le PIB. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une espèce de truc bizarre, un monde bizarre, où l'économie privée stagne ou régresse dans certains pays, et l'économie publique n'arrête pas de grossir. Donc c'est que de la corruption, du machin, du truc, mais il y a quand même des forces de production publiques qui sont financées avec ces montagnes d'argent, et c'est ce qui fait qu'il y a une croissance régulière dans les pays du monde. C'est comme ça que ça marche. Donc il y aura pas, il y aura jamais, il y a jamais eu, et il y aura pas de crise possible vu le niveau de déficit qu'il y a public. C'est pas possible d'avoir une récession. D'ailleurs, et il y a un mec, le PDG de BlackRock, qui a fait une interview il y a 6 mois. Je l'ai envoyé à mes clients pour leur dire, parce qu'il y a des clients pessimistes. Mais regardez, il est en train de dire ni plus ni moins que avec le niveau de déficit public qu'on a, c'est pas possible en 2024 d'avoir une récession. En 2023, tout le monde te disait on va avoir une putain de récession en 2024. Et le mec a répondu, je sais plus, en septembre 2023, il dit non, mais regardez les dépenses, c'est pas possible, il n'y en aura pas. Est-ce que tu as une récession actuellement? Non. Alors, tu n'as pas de croissance parce que le public, il ne sait pas faire de la croissance. Les fonctionnaires, je veux dire, si tu es intelligent, tu n'as pas envie de faire fonctionnaire. Tu vas dans le privé pour faire du pognon. Donc, tu n'as que des blaireaux qui sont en train de dépenser des montagnes d'argent dans des trucs qui servent à rien. Mais mine de rien, tous ces échanges font une croissance un peu artificielle. Et donc, quand tu regardes la ventilation des PIB, tu t'aperçois que les PIB grossissent dans la zone publique. Et donc, quand tu associes PIB privé et PIB public, tu t'obtiens une faible croissance. Et c'est ce qu'on a. mais ça Donc, peut le marcher. seul moyen, le seul moyen qu'on ait un écroulement, une récession, une vraie, eh ben, pour moi, c'est quand ils vont foutre la CBDC online et qu'ils vont commencer à dire tu fais ci, tiens, le dollar de rue, le mec latine, il vaut zéro ton papier. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique. Le mec, il se lève un matin, ton billet de $100, il vaut zéro. Enfin, ton billet de 100, je sais pas trop quoi, en local, vaut zéro. C'est là où ça va commencer à péter. Donc, est-ce que c'est possible? Là, par contre, là, je risque d'avoir une révolution. Il faut des armes en Amérique latine. Enfin, ça va péter, oui. On va tuer des gens, ça c'est sûr, pour survivre. Ça marche, monter sur le PIB public du moment où on peut vivre dans une société surendettée. Et je pense qu'on peut vivre sur une Il n'y a plus de société caméra. surendettée. T'es tout flou. T'as dit une bêtise Ouais. ou quoi? Bah attends, ouh, ça va revenir. Tu disais société Non, bah, je endettée, pense ouais. qu'on vit ça quand on est des sociétés surendettées. Et pour vivre sur une société surendettée, ça veut dire qu'on peut maîtriser la monnaie. Et en ce moment, qui c'est qui est le plus endetté, qui c'est qui maîtrise la monnaie, c'est le dollar. Mais le jour où le dollar va péter, la dette sera insoutenable. Et est-ce que le fait d'arriver à la monnaie électronique va pas justement dédollariser un peu le monde et quand du moment où on dédollarise le monde, bah, on peut plus faire marcher l'imprimante parce que si on fait marcher l'imprimante, le dollar et l'euro vaut plus rien, donc tout se casse la gueule en fait. Je pense, pourquoi veux-tu que ça se casse? Enfin, quelle est la On, probabilité de ce que tu viens de dire que ça se réalise? C'est pas possible. bah, si on met les monnaies électroniques
Ce qui veut dire que le dollar ne vaut plus rien. La monnaie physique ne vaut plus rien. Oui. Et donc, tu transformerais la dette dans cette monnaie électronique. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Et pour l'annuler. Ils vont la transformer pour l'annuler. De toute façon, ils vont faire défaut. Enfin, tu comprends bien qu'à un moment, il va faire défaut. Cette dette, elle n'est pas gérable. On va atteindre un niveau où ça va faire défaut. Donc, dans 5 ans, je ne sais pas combien. Tu t'en bats la couille, la dette, puisque c'est toi qui as le bouton de l'imprimante. Donc tu dis, je dois des milliards et des milliards de dollars, pas de problème, tu appuies sur le bouton. Ça y est, voilà les milliards. Depuis que les monnaies ne sont plus alignées sur l'or, maintenant, pour produire de l'argent, c'est facile, il suffit d'appuyer sur le bouton, quoi. Non ? Ça s'appelle l'inflation. Ouais. C'est ce dont je te parle depuis 2 heures. Je pense pas que ça va faire comme ça. C'est-à-dire que tu n'appuies pas sur un bouton. La dette, elle a été vendue à l'international. Donc, si tu appuies sur le bouton pour rembourser du jour au lendemain la dette, tu crashes le système. Ils ne vont pas appuyer sur le bouton pour cracher le système. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une monnaie qui nous contrôle. Ouais. Le système ne va pas cracher avec le niveau d'endettement. Je ne sais pas, il y a plein. À ce stade, c'est compliqué d'anticiper quoi que ce soit, si ce n'est qu'il va y avoir un accident. Il y a plein d'hypothèses différentes. Il y a l'histoire de la dette que tu viens d'évoquer. Il y a le fait qu'ils veulent tout prendre, ils veulent collecter la propriété privée via l'inflation en douceur, et que les gens, ils veulent les remettre en situation d'esclavage. La question, c'est pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont libérés, pourquoi ils veulent nous remettre en situation d'esclaves maintenant? Ça, c'est une question phare. Pourquoi on a eu 70 ans comme ça de liberté? Pourquoi avant, il n'y en avait pas? Et pourquoi maintenant, ils veulent nous recoller? Pourquoi? Qu'est-ce ce calendrier bizarre qui nous échappe? Ça, c'est une question. On en parlera en antenne. On en parlera en antenne, si tu veux. Non, mais pourquoi, depuis 2020, ils ont dit, maintenant, c'est la fin de la liberté humaine. Voilà, ça fait 60 ans. Pourquoi ils nous ont filé la liberté dans les 30 glorieuses, dans les années fric, après l'arrivée d'Internet? Pourquoi ils nous ont filé tout ça et pourquoi maintenant ils veulent nous réenfermer? Parce que jusqu'à 2016, franchement, on était libre. La société fonctionnait parce qu'à chaque fois on trouvait des nouveaux trucs, tout ça, mais maintenant il y a plus de palanque, il y a plus de levier il y a plus de levier qui font augmenter la consommation. Maintenant, les voitures, tout le monde a une voiture. Les voitures, comme elles marchent bien, maintenant, on dit, maintenant, il faut que tu changes ta voiture, il faut que tu achètes ta voiture électrique. Donc, on t'oblige, on te trouve un levier, etc. Et peut-être que, justement, en ayant une guerre, en détruisant tout... La voiture électrique, elle est là pour contrôler tes mouvements. Parce qu'à distance, ils pourront appuyer sur un bouton pour dire, tu t'arrêtes. C'est ça, la voiture électrique. C'est pas, ils en ont rien à foutre d'électricité, du carbone. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler tes mouvements. La voiture électrique, contrairement à la voiture à essence, tu peux la contrôler à distance. Ouais, mais attends, t'as pas besoin d'avoir une voiture électrique pour contrôler ton mouvement. Pour contrôler les mouvements, il n'y a rien de plus facile. C'est qu'en plus, tu achètes l'outil qui te fait contrôler ton mouvement. C'est le téléphone portable. Donc pourquoi ils voulaient te contrôler avec la voiture? Tu vas pas te déplacer sur un téléphone portable. Tu as besoin d'une bagnole pour te déplacer. Ouais, mais quand tu es sur le téléphone portable, on sait où t'es. Non, mais je te parle pas de savoir où t'es, je te parle de contrôler ton mouvement, de t'interdire de bouger. Ouais. C'est ça l'intérêt de la voiture électrique, il n'y en a pas d'autre. C'est de t'interdire de bouger. Je te dis, au Venezuela, c'est vraiment très visible. On contrôle ton mouvement, contrôler ton aptitude à te déplacer. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi ils veulent rétablir l'esclavagisme primaire. Pourquoi? Bonne question. Seule réponse possible, c'est parce qu'ils veulent réduire la population. L'eugénisme. Je pense, ils sont tous convaincus. Il y a plein de déclarations d'eugénisme. Bill Gates, Soros et toute la clique. C'est pour ça que Elon Musk passe son temps à parler contre l'eugénisme. Il passe son temps à dire qu'il faut de la croissance, qu'il faut des humains, des machins, parce que Elon Musk est pas trop dans... Elon Musk a un pied dans chaque monde. Je pense qu'il est partagé entre différentes logiques. Elon Musk, c'est compliqué de trouver un côté. Il a plein de cases différentes, donc il vient et il t'explique que le génie c'est pas bien, mais toutes les autres, t'entends personne d'autre dire que le génie c'est pas bien, tout le monde ferme sa gueule parce que ça doit être le plan final, c'est de réduire la population mondiale, sans que ça parte trop en couille. Non mais pourquoi réduire la population mondiale? Parce qu'en fait, plus tu réduis, plus tu appauvris les gens, moins tu as de consommateurs, donc moins tu as de consommateurs, moins tu peux t'enrichir.
Donc, Mais leur fric, c'est pas le but quand t'as des milliards, ils ont aucun moyen de dépenser leur argent tous. C'est pas le but du jeu, le fric, c'est le pouvoir. Le fric, quand t'es milliardaire, t'achètes quoi avec? Qui ceux qu'ils achètent, ils savent même le pas pouvoir, gonfler. ils l'ont déjà. Pourquoi ils veulent plus de pouvoir encore Non, plus de torture. Ce qu'ils veulent, c'est torturer, c'est le sadisme. Enfin, c'est ça le plaisir des dieux pour les élites noires. C'est le sadisme. Hmm. Ils veulent torturer les gens, ils veulent leur faire du mal, ils veulent générer des émotions négatives. C'est Hmm. ça leur truc. L'argent, c'est rien. Attends, quand t'as 500 millions de dollars, qu'est-ce que tu as acheté déjà 500 millions de dollars? Les mecs, ils sont assis sur des milliers de milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils achètent? Il y a aucune, ils peuvent, à part s'acheter la vie éternelle, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent s'acheter. Ouais, donc on retombe Ils ont sur rien acheté. le concept que tu disais au début sur l'énergie, quoi. C'est-à-dire que capter l'énergie, que ce soit négative ou positive, pour pouvoir agrandir son pouvoir, quoi. Non, je pense honnêtement, le satanisme, moi je suis documenté en profondeur sur le satanisme. Putain, la vache, là, on va profond, là. L'interview. Le satanisme, c'est géré, on est géré par des sataniques. Bah, attends, est-ce que j'ai mis les chiffres? Tu as 800 000 enfants qui disparaissent aux États-Unis chaque année. Tu en as 200 000 en France. Tu en as 400 000 200 000 200 en 000 en France. Angleterre. Non, excuse-moi, c'est en Angleterre. Je sais plus. On en a 2 ou 3 fois plus en Angleterre qu'en France. Je crois que c'est 40 000 en France. 40 000 en France, ça fait un toutes les quelques minutes. Tu m'expliques comment, à l'heure actuelle, avec les téléphones portables, dans les villes, les machins, comment tu peux faire disparaître un enfant toutes les quelques minutes? Je veux dire, t'as un enfant, il est tout seul, il marche dans la rue, combien de temps il tient avant qu'un adulte vienne le voir en disant, mais il est où ton papa, ta maman? Un enfant de 5 ans, 7 ans qui marche dans la rue, comment c'est possible de faire disparaître autant d'enfants? C'est pas possible. Je veux dire, il y a 40 000 par an. Tu parles de Donc, pédocriminalité, là c'est ça, hein, je dis pas de ben, de bêtises. Hein. satanisme, c'est pas de pédo, c'est le sacrifice des enfants pour le satanisme. C'est pas les pédos, le baiser des enfants, c'est satanique. Après, on essaye de faire du PD, du machin, c'est du pur satanisme. Tu offres des enfants, tu les violes, tu les machins, C'était où puis on tu les avait offres. vu un rituel comme ça, c'était pas à Grenoble ou je sais pas trop quoi. Oh, je sais plus l'an dernier, ouais, parce qu'on. Mais tous les flics savent très bien ce que j'ai en train de dire. Il y a les stats d'enfants qui disparaissent. Aux États-Unis, c'est dingo, c'est 800 000 par an. Comment est-ce que tu peux faire disparaître une ville par an d'enfants tous les ans, bam, bam, bam. Et c'est bizarre que ça, ce soit pas. Enfin, on te dit aux infos, ça c'est important, quoi. C'est un Non, peu. c'est pas important. Qui a envie de savoir que quand tu élimines Macron, que les mecs qui contrôlent Macron, ils sont sataniques, ils crament des enfants, des machins, des trucs. Qui a envie de savoir ça? Personne. Ça n'intéresse pas. Là, ce sera peut-être par là où la machine va tomber, parce que maintenant, dans notre société, tu dis à quelqu'un, l'autre il a volé, l'autre il a fait ça, l'autre il est transgenre et tout. Les gens ils s'en battent un peu les couilles. Mais quand on commence à dire, l'autre là il joue avec des enfants et tout ça, là je pense que les gens vont bouger. Non. Aussi. Et tu crois qu'ils ont bougé pour du trou? Regarde Carl Zero, qui est à fond là-dedans. Qu'est-ce qu'il a obtenu, Carl Zero, en 15 ans d'efforts? Zéro. Tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il fait. Attends, c'est comme ça que c'est géré la Terre depuis 3 plombes. Il y aura pas. Tu prends Wikipédia. Ok, t'as qu'à regarder. Tu tapes les Hébreux du désert dans Wikipédia. Anglais, hein, parce que français, il n'y a rien dedans. Mais le Wikipédia anglais, moi j'ai halluciné parce qu'en France, tu dis ça, tu vas en tôle. Mais sur Wikipédia anglais, tu apprends que les Hébreux, c'était un honneur pour eux de faire cramer leur meilleur ami sur des bûchers en offrande à leur Dieu. Un honneur, leur meilleur ami. Ça fait des milliers d'années qu'on crame, qu'on offre, voilà, c'est comme ça que c'est géré Des rites sataniques. tout le temps. Satanique. J'avais un client au Canada, moi, qui me parlait d'un rite que faisait la reine d'Angleterre. Je sais pas les rites. Ce que je peux te dire, c'est que tu prends les stats des policiers, il est absolument impossible que tous ces enfants disparaissent. T'as plus d'1 million d'enfants en Occident qui disparaissent par an. 1 million. 1 million. C'est énorme. C'est statistique police. C'est pas. Ils disparaissent où? Ouais. Et c'est tous les ans. Et ça n'a pas varié. Ça fait 30 ans. Toi, l'affaire du trou, quand j'étais en France, ça n'a jamais varié. C'est-à-dire que chaque année, c'est comme ça depuis toujours. Donc, c'est une manière de faire et de gérer la Terre. Donc, le but, c'est bien le sadisme, c'est du satanisme, c'est de faire souffrir les gens. Et ça marche bien, d'ailleurs. Ça marche bien, parce que les gens, ils souffrent. Les humains, ils souffrent. Et là, ça va augmenter. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi
Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit stop. C'est comme si, je ne comprends pas en fait, pourquoi on a eu, j'ai une chance inouïe d'ailleurs, parce que les jeunes aujourd'hui, ils peuvent pas Ouais. faire ce que j'ai fait en Nous, fait. quand on était, j'ai grandi dans les années 80, il n'y a Oui, rien à voir, quoi. oui, bah, moi C'est, aussi, j'ai une chance. c'est, Et j'ai pu grandir aussi à l'international pendant, voilà, hein, je suis parti un peu tard, mais aujourd'hui, les jeunes ils peuvent pas espérer de vivre ce que j'ai vécu. Mais même à Bangkok, par exemple, à Bangkok, c'était n'importe quoi dans les années 2010. Ça s'est arrêté quand le roi est mort et que son fils a pris les rênes. Ils ont complètement modifié ce qu'on a connu. Ça n'existe plus. Ils ont hmm. fermé la bouffe de nuit, ils ont fermé je sais pas combien de bordel, de boîtes, de machins, de bars, de bidules. C'était plus le feu dans la rue comme on a connu. Donc, je comprends pas pourquoi on a eu une période comme ça pendant 40-50 ans, les années fric, les années 70 avec la libération sexuelle, les 30 glorieuses économies. Ouais, je pense que les gens ont été bien. Et puis là, c'est le retour de la torture massive. Et ça va, d'année en année, ça va crescendo. Tous les gens qui vont en France, qui ont une longue expatriation derrière eux, ils disent, je ne remets pas les pieds, ça y est, c'est terminé, c'est la dernière fois que je vais en France. Tout le monde me dit ça. C'est telle ambiance, ceux qui sont dedans, bah, ils ne se rendent pas compte. Mais quand on est à l'extérieur, quand on arrive là-dedans, on reste 24-48 heures, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? L'énergie qui est en France aujourd'hui, elle est terrible. Donc les gens souffrent. Et c'est le but. Pourquoi? Je ne sais pas. Hmm. Ouais. Ouais. Bon, bah, voilà une belle Donc, question pour finir l'interview. Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Ça fait plus d'une heure et demie. On pourra comme en tu faire veux, moi encore je fais les pendant interviews de 2-3 deux, heures, m'en trois bats les heures de couilles. plus, mais bon, on a déjà dit pas mal de trucs. On va voir ce que ça va donner. On va mettre le casque après, hein. Enfin, Qu'est-ce qui arrive? rien. On Rien. n'a pas parlé des femmes, on n'a pas parlé du carbone, on n'a pas parlé du vaccin. C'est ça qui les énerve. Tu touches pas au vaccin. Le vaccin, il faut pas y toucher. Le carbone, c'est avec ça ils vont instaurer le contrôle et le déplacement, J'aime bien justement. dire, on va pas en parler. Pa. Non, non, non. Je t'ai pas parlé de ce que je pense du carbone. Pour moi, c'est une grosse blague, mais je t'en parle pas. On va pas parler du débat du carbone. Et le climat? Ou bah, le climat qui change. Avec le climat, il change. Imagine. Oh, putain, il faut payer les impôts parce que le climat, il change. Ouais. Oh la vache. Ouais. Non, mais j'ai acheté le billet d'avion hier pour Bangkok et il y avait, je sais plus, 175 balles. Est-ce que je voulais payer la taxe carbone? C'est ça notre futur. C'est qu'ils vont... Alors aujourd'hui, ils t'en collent pour 175, demain, ils vont t'en coller pour je sais pas combien. Je te dis, le mouvement et le déplacement, c'est ce qui les intéresse. Ils veulent contrôler les déplacements des humains. Ouais. Ben, belle parole pour finir, hein, Charles. Un grand merci à toi, Charles, de m'avoir accordé 7h30. C'est toujours très intéressant de parler avec toi, même si des fois on n'est pas toujours d'accord, mais bon, il faut que tout le monde parle et chacun en fasse, se fasse une propre idée. Hein. C'est ça l'intérêt de proposer plusieurs choses différentes. Tu veux parler de ton actualité peut-être? Parce que tu m'avais dit que tu mettais un module inflation dans un de tes produits? Ou... Disons que moi, en tout cas, pour moi personnellement, je vais suivre un process de débancarisation qui démarre cette année et qui va se terminer en 2030 et qui va consister à chercher tous les outils possibles au fur et à mesure en fonction des cycles long terme utilisables pour accumuler de la valeur échangeable sur le terrain avec d'autres personnes, donc reconnues mondialement, et en même temps pour comprendre le mécanisme de mise en place du communisme 2.0 via l'inflation et de collecte de la valeur réelle à l'insu des gens. Voilà, ça c'est les deux sujets qui vont m'occuper, je pense, qui devraient occuper tout le monde, parce que je pense que la Terre entière va y être confrontée. Donc ça, j'ai une petite offre qui coûte 5 euros par mois sur lequel je vais faire ce suivi, mais je le fais, comme je l'ai dit dans une vidéo hier sur le yen. 5 euros, tu dis par mois? 5? Oui, oui, 5 euros par mois. Je le C'est fais, rien, quoi. oui, oui, oui. Je le fais parce que je ne fais pas pour vendre ou etc. Je le fais pour canaliser mes pensées parce que, et pour avoir un suivi
proactif, parce que quand tu as des clients, quand tu as des centaines de clients, évidemment, c'est pas les mêmes obligations que quand tu le fais purement pour toi-même, mais nous sommes tous intégralement confrontés, riches comme pauvres. Les seuls qui sont pas confrontés, ce sont les gens qui sont richissimes, qui sont maqués avec les oligarches, avec la Banque internationale des settlements, la BIS. Je pense que ces gens-là, ils ont un autre système financier qui les attend et une garantie de réserve de valeur dans le futur système qui va être mis en place. Donc, si on n'appartient pas à cet univers, ce qui est mon cas, que je sois pauvre ou pas pauvre, il n'y a plus aucune différence par rapport à ce qui nous attend. Donc, j'ai fait cette offre pour me forcer à publier. Je tiens un blog, à suivre le déroulement sur les deux volets, c'est-à-dire la mise en place technique des CBDC et la collecte via l'inflation. Et bien sûr, les outils, les solutions qui sont pour l'instant pas très nombreuses, mais il y a des solutions. Donc ça, c'est pas un produit en fait, parce que évidemment, ça rapporte rien. Toi, 100 clients à 5 balles par mois, ça fait 500 balles. Vu le prix de la bouffe, tu comprends que c'est pas avec ça que je vais vivre. Donc ça, c'est ce produit-là dont je parlais tout à l'heure. Il s'appelle la quotidienne de Charles. La quotidienne de Charles. Dans lequel il y a entre 500 et 1000 vidéos par ailleurs sur 11 thèmes. C'est recyclage de vidéos qui m'ont plu en fait, sur 11 thèmes différents. Donc ça, c'est vraiment pas un produit, pour moi, encore une fois, c'est pas un produit rentable, impossible de vivre avec ça. Et sinon, sur mes produits dont on n'a pas parlé d'ailleurs, honnêtement, si tu me donnes 5 minutes de plus, il y a quelque Oui. chose qui se passe sur YouTube d'important, c'est qu'il y a une saturation du marché de l'information. Moi, j'ai démarré en 2003. J'ai démarré en 1994 à la Tribune, donc ça fait quand même, j'ai un long recul. Il y a une saturation de l'information actuellement sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'on a un tournant dans l'histoire de l'information payante. Je pense que ça va, là, on a topé en 2023. Le marché qui consiste à vendre des informations payantes est fatigué, on va dire. Il y en a trop. Donc, je pense qu'il y a une mutation. Donc moi, je suis de moins en moins motivé à intervenir sur ce marché. Alors, j'ai fait que 3 vidéos YouTube, je crois, en un an quasiment. J'ai arrêté un peu YouTube. Je m'intéresse de moins en moins à cette carrière d'auteur monétisé. En revanche, j'ai un projet qui s'appelle Homme 2.0 sur lequel il y a du service autour. Je pense que les gens aujourd'hui veulent plus que de l'information. Ils ont compris que savoir ne résolvait pas les problèmes. Il faut agir et agir, c'est autrement plus compliqué que savoir. Donc, j'ai 80 clients dans Homme 2.0. C'est des clients qui sont énergétiquement évolués. On essaye de développer différents axes comme le pognon, la santé, la croissance personnelle, etc. Et, et je travaille plus sur c'est ce projet-là qui m'intéresse un peu. D'abord parce que c'est une communauté très très spéciale. Il y a la moitié des mecs, c'est des mecs haute fréquence. Donc j'ai des témoignages. Je fais 45 entretiens de 3 heures actuellement avec 45 personnes différentes. Donc j'ai pu accumuler des choses sur l'être humain que pas beaucoup de gens ont accès actuellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de communautés comme ça de mecs haute fréquence. Je sais parce qu'il y a des chamans qui m'appellent. J'ai plusieurs mecs chamans, voilà, qui réparent l'âme, qui réparent l'énergie, des psychologues qui m'appellent et qui veulent mes modèles et mes conclusions de l'observation de ces 45 mecs. Moi, ma fonction, elle est pas, je suis pas censé intervenir. Enfin, je suis là pour faire du pognon, entreprendre, m'amuser, baiser au Venezuela. Je suis pas là pour réparer les gens. Mais néanmoins, avec cette communauté, j'ai acquis un savoir que j'ai modélisé comme un trader et non pas comme un psychologue. Et donc, ce projet Homme 2.0, lui, il est plus sur le marché de l'information parce il y a du service avec. Je pense que l'information avec service a un avenir, mais l'information sans service n'a pas d'avenir. Donc, actuellement, toi, par exemple, je pense qu'il y a une décote maintenant de l'information brute, il y a une décote dessus. Donc, c'est plus très intéressant pour moi de vendre de l'information payante. Mais vendre de l'information avec du service autour, comme je viens de parler pour Homme 2.0, ça c'est plus intéressant et pour moi parce que je suis obligé de bosser pour apporter de la valeur et c'est intéressant pour les clients parce qu'ils progressent beaucoup plus que s'ils étaient tout seuls à juste regarder des vidéos de formation. Donc ça c'est la dernière partie que j'entretiens sur Esprit Argent, c'est ce projet s'appelle Homme 2.0. Je pourrais te filer le lien de la page si tu veux le présenter. Mais c'est vraiment une évolution du marché. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais. Mais sinon, je pars
Je pars vraiment dans des activités de services financiers et puis de e-commerce en fait. Je délaisse un petit peu maintenant la formation. D'accord. Ok. Donc plus la personnalisation de l'information plutôt que d'envoyer des vidéos qu'on enregistre une fois que tout le monde Ah la non, non, reçoit. c'est plus que ça. C'est Homme 2.0, je l'ai construit sur le modèle des services des forces spéciales. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as une opération dans un service d'action ou de force spéciale, après, tu as un retour d'expérience qui est rentré dans une base de données. Et puis après, tu as un apprentissage, c'est dégluti, tu as un apprentissage. Et après, c'est réenseigné à l'ensemble des membres des forces spéciales. J'aime bien cet aller-retour perpétuel. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai démarré Homme 2.0 et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, déjà, les retours que je peux faire via les entretiens individuels, c'est plus les mêmes parce que les gens voient les comptes rendus des premiers entretiens, réfléchissent, donc ils grimpent tout seuls, donc après ils arrivent avec des nouveaux problèmes plus évolués, donc moi je dois solutionner des problèmes de plus en plus évolués. C'est un aller-retour en fait. C'est ça qui est sympa à faire. Et donc c'est une formation mais en groupe quoi. Je sais pas comment te dire. C'est un apprentissage en groupe. Ça marche pas parfaitement, hein. Je suis en train de tâtonner. Pour moi, c'est pas satisfaisant encore à ce stade, même si les clients sont satisfaits. Mais je trouve qu'il faire agir les gens. Le plus gros problème aujourd'hui que les gens rencontrent, même le programme 2.0 est cher. C'est pour filtrer, c'est 3428 euros. Donc c'est super cher et je discute pas du prix. Euh, ils peuvent pas, ça me regarde pas et je suis pas là pour. Je, voilà, c'est cher, pas de problème. Donc on peut me reprocher que ça soit cher, pas de problème, je comprends. C'est un filtre à l'entrée. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que même si j'ai des gens, j'ai une offre de coaching individuelle à 8 800 euros, donc encore plus cher. Et pourtant, je retrouve un peu le même problème. Euh, Concrétiser ses rêves, exécuter dans la vraie réalité ses rêves, euh, c'est vraiment compliqué pour beaucoup. Les forces de frottement sont importantes. Il y a beaucoup de freins, beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, beaucoup de normes, beaucoup de jugements. Et débloquer les personnes pour qu'ils puissent exécuter, c'est assez effarant parce que j'ai affaire à des gens qui sont super intelligents, j'ai affaire à des gens qui sont évolués, qui ont énergétiquement beaucoup de conscience. Et pour autant, j'ai pas beaucoup de winners économiques. Il y en a un là qui gagne 45 000 par mois, il y en a quelques-uns qui sont à 10, 20 000 par mois, mais j'ai pas beaucoup de winners économiques. J'ai beaucoup de gens qui sont en phase d'ascension et qui peinent à ascensionner. Et donc, je réfléchis à comment les faire ascensionner, qu'est-ce que je peux apporter. Et je t'avouerai que c'est pas facile. On est dans une drôle d'époque. Je pense que dans les 30 glorieuses, les mecs se lançaient, la fleur au fusil. Aujourd'hui, les gens sont un petit peu dégradés dans l'aptitude à agir. Et donc, l'homme 2.0, au-delà de tout, c'est mon challenge perso. C'est est-ce que je peux prendre 100 mecs comme ça? Est-ce que je peux les upgrader à agir plus, mieux ou réaliser leurs rêves? C'est ce que je suis en train d'essayer de tester. C'est ce que je teste en ce moment. Donc là, on n'est plus dans le mec youtubeur qui fait de la formation. Je suis vraiment dans le côté opérationnel. J'essaie d'étudier, de comprendre comment les gens s'auto-bloquent. Voilà. Donc Ah bah, c'est du service lié à l'information. super. C'est-à-dire que je ne propose pas des solutions. Il y a des solutions qui sont proposées, mais après tout, après, il y a beaucoup plus de clients dans les différents programmes. Je sais pas, j'ai 200 ou 300 clients par programme. Les 3S voilà, stratégie de vie pro et perso, etc. Mais là, dans M2.0, j'ai un contact rapproché avec les clients pour essayer de me mettre à leur service. C'est pour ça que ça, c'est sympa. Donc, je suis plus en train de proposer mes contenus que je pense que j'ai envie de proposer. Je suis en train d'écouter les gens et je suis en train d'essayer de leur apporter des solutions de groupe parce que je vois que les gens ont tous les mêmes problèmes. À la fin, il n'y a pas 36 problèmes que Et de les hommes t'apporter des affrontent solutions aujourd'hui. toi aussi en même temps. Ou t'en as pas de problème. Non, non, mais C'est évoluer tout le monde ensemble en fait, tu veux dire. non, c'est le fait que quand tu te mets au service des autres, il y a une partie vraiment très agréable qui te nourrit toi. Euh, Moi, je suis arrivé au bout du parcours en fait. Moi, si je claque aujourd'hui, j'ai plus grand. Toi, je voudrais livrer justement en legacy, je voudrais livrer mes stratégies d'investissement, mais j'ai plus trop de trucs en fait. Toi,
j'ai mes arbres à planter, fruitiers dans ma ferme, Oh la machin. vache, ça y est, Charles qui prend sa retraite, j'y crois pas. Et je prends pas ma retraite. J'ai plus trop de trucs. Ça fait un mois, par exemple, que j'ai rien appris dans mes recherches d'informations. J'ai pas appris depuis un mois. J'ai tous les modèles sur. J'arrive pas à trouver de nouvelles infos qui me font waouh, quoi. J'arrive pas. J'ai des solutions à tous les. J'ai juste besoin de faire, en fait. Mais j'ai pas. Je suis pas en recherche de solutions, en fait. J'ai des solutions pour tout ce que j'ai envie. Tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie, c'est des solutions. Et par contre, aider des gens à crescer, à grandir, ça, c'est sympa. Et c'est frustrant. Parce que putain, ça prend du temps. Les gens. C'est frustrant, putain. C'est frustrant, mais ça fait du bien. Ouais. Ça rapporte un peu d'argent, pas énorme, parce que la quantité d'énergie que j'injecte dans le 2.0, je suis pas sûr que ce serait une opération financière très très intéressante pour moi. Je pourrais gagner plus, mais la maximisation de l'argent, c'est pas le but. Surtout en ce moment, justement, il faut choisir avec sagesse ce qu'on branle, parce qu'il y a plein de pièges, tout est démoniaque, donc on peut très rapidement se perdre avec plein de conneries. Donc, je cherche pas le maximum de pognon. En tout cas, le pognon qui est gagné dans le 2.0 est satisfaisant pour moi. C'est bien. Mais par contre, je suis un petit peu déçu du résultat, c'est-à-dire que les blocages que les gens affrontent, c'est, c'est, ça fait froid dans le dos en fait. On ne peut pas s'en rendre compte si on ne descend pas dans l'intimité du réacteur d'une personne. On ne peut pas se rendre compte et les blocages que je peux voir, l'absence d'exécution, quoi. En fait, normalement, en théorie, si tu veux vraiment réussir dans la vie, c'est super simple. Tu fais tous les jours, aller entre 1 et 5 tâches, réfléchis, que t'as tout bien organisé par rapport à tous tes objectifs. Si tu fais juste 1 à 5 tâches tous les jours, c'est-à-dire même si tu travailles 2 à 3 heures, mais que tu fais 5 tâches ultra sélectionnées, ultra ciblées, c'est qu'une question de 6 mois, 1 an, 2 ans avant que tu décolles. Mais les gens n'arrivent pas à faire leurs tâches. Ils se stérilisent, ils se machin, ils se trucs, ils ont des interdictions. C'est comme si en fait la population partie non négligeable de l'Occident était programmée pour échouer. C'est ça qui est flippant, en fait. C'est ça que je constate, c'est que je me bats pas contre un mécanisme individuel, je me bats contre un mécanisme collectif. C'est comme si c'était, je sais pas, c'est comme s'ils avaient dégradé la culture, l'être humain, et maintenant, putain, on a une génération de mecs, ça jaque dans l'inconscient, là, et ils n'arrivent pas, quoi. Ils n'arrivent pas à exécuter, ils n'arrivent pas à prendre leur vie en main. Ils ont des forces trop fortes par rapport à eux, comme un égrégore, quoi. Qui les bouffe, quoi. Le pays, de machin, la mère, la femme, la religion. Tout le monde dit j'en ai un fou du catholicisme, ils sont imbibés de catholicisme, de Jésus-Christ, de logique chrétienne, du Vatican. Ça fait du dégât, ces conneries. Et donc, du coup, sur le terrain, après, quand il s'agit d'exécuter, et que moi je dis, eh ben, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à exécuter tous les jours. Viens, tu veux gagner du blé aujourd'hui, c'est facile. Tu fais des offres, tu crées des produits, des services, tu les vends. Donc, tu fais la promotion, tu fais des contenus, des promotions, t'animes, tu t'expliques aux clients pourquoi tu as créé ce produit, pourquoi tu... Ah oui, il y a aussi autre truc, c'est que les gens veulent gagner du pognon, mais ils veulent pas faire quelque chose qu'ils aiment. Donc ils partent tous dans le décor avec ça. C'est-à-dire qu'ils font des trucs qu'ils aiment pas, donc la motive est Ouais. pas là. Ça marche pas. Ils ont un problème de normes, c'est-à-dire que c'est mal de gagner de l'argent, même s'ils font quelque chose de bien, donc ça leur plaît. C'est mal pour X raisons, c'est interdit, tu n'y arriveras pas, tu as tout le discours de la mère dans l'enfant qui se répète en introjecté. Donc, C'est pas bien de ça, gagner de l'argent sans travailler, c'est pas normal. On t'a toujours dit qu'il c'est pas fallait normal, ou tu n'y travailler. arriveras pas, t'es mauvais, t'es nul, tu vas me faire honte, tu vas échouer, tu machin, il y en a 15 milliards, j'en passe. Ou alors, euh, ils ont d'autres types de conflits et ils arrivent. Parce que fondamentalement, encore une fois, dans le système actuel, dans l'économie mondiale, si tu travailles tous les jours avec des tâches bien précises pour créer de la valeur économique, c'est qu'une question de temps avant que ça, mais, mais, mais les gens veulent arbitrer, toi, ils veulent gagner un petit peu, ils sont prêts à voler n'importe qui, c'est devenu un coup de gorge, ils sont prêts à prendre de l'argent à d'autres personnes sans lendemain, quoi. Ils prennent 20, 50 000, puis hop, ils se barrent, quoi. Mais ça suffit pas, quoi, mec. Et puis qu'est-ce que tu vas faire après? Je veux dire, le plaisir, c'est d'avoir des clients que tu aimes, à qui tu vends, tu es sûr que tu leur vends des produits auxquels tu crois, et eux, ils sont contents, donc ils reviennent vers toi, tu as un échange, et tu vois, personne n'a de vision à 10 ans, par exemple. On en revient à mon histoire de futur. Mhm. Ils n'arrivent pas à régler une vie où ils sont en accord avec leur futur à 10 ans et ce qu'ils branlent au quotidien dans leurs actions. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à exécuter. Tout le monde stagne. C'est une immense stagnation. Ouais. Ça, c'est flippant à regarder. Donc, je regarde ça. Je travaille là-dessus.
Je cherche des solutions encore. En tout cas, c'est utile. Ouais. Bon. Bah, ok. C'est une partie de ma vie. Voilà. Merci, Charles. L'esprit argent et YouTube, etc., c'est dédié à ça. Ouais. Ok, ben bien. Après, je m'occupe de Loïc aussi, hein, Loïc Abadi, qui s'occupe de toi qui est dans la finance, qui cartonne. D'ailleurs. Il a fait un énorme carton sur ESSO, là, 250 000 euros de gains. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu, mais ESSO, c'est vrai qu'elle a pété cette année, ouais. Et ben, il a fait un énorme gain de 250 000 euros. Il a plein de clients. On a des clients qui nous ont écrit. Il y en a qui ont gagné 50 000, 70 000. Il y a plein de clients qui ont gagné une fortune. Et Loïc, il a 2000 clients payants sur Esprit Argent. Wow. On a beaucoup de clients aujourd'hui. Ouais. Dans les lettres PEA, tout ce qui est anti-effondrement, donc à l'international, matières premières, pays émergents qui galopent, et puis la lettre rendement, en fait, il y a 2000 clients aujourd'hui. Donc on gère ça aussi. 2000 clients payants en tout? Oui. C'est énorme. Oui. Oui, donc ça c'est du service parce que Loïc partage, il forme un petit peu, mais c'est des gens qui ne veulent pas apprendre la bourse, ils veulent plutôt exécuter et copier ce que fait Loïc. Donc on a créé un club des investisseurs où on réunit toutes les offres et puis on réunit les gens dans un Discord. Donc ça c'est nouveau, on ne faisait pas ça avant. Et il y a un portefeuille spécial club des investisseurs où ça réunit les trois logiques, dividendes, PEA et anti-effondrement pour qu'ils aient, parce que 30 lignes c'est compliqué à gérer, donc Loïc a recréé un portefeuille de 10 lignes. Donc là, on a maintenant dans ce club d'investisseurs, je crois qu'il y a 400 clients qui ont signé un truc comme ça. Donc ça, c'est du boulot parce qu'il faut gérer toute la tambouille au quotidien, 2000 clients. Et donc ça, c'est une activité de production que j'ai. Et ça, j'en suis fier parce que Loïc, il est bon, il est orthodoxe, c'est un mec honnête. Il s'est pas trahi pour de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui porte une PE de 250 000 et qui estime que ESSO ne vaut plus cher que ce prix-là et qui prend pas son profit, c'est quelqu'un de très solide. Loïc Abadi est quelqu'un de très très solide et surtout qui quelque part se fout un peu de l'argent et enfin, je veux dire qui est pas corrompable, comment on dit corrompable, ouais. Qui est pas possible à corrompre via de l'argent. Donc c'est quelqu'un que je suis content d'être son producteur et de travailler le produire. C'est un honneur pour moi de travailler avec quelqu'un de bien comme ça, de performant, d'efficace. Il obtient des belles perfs. Et bien sûr, il y a du déchet, c'est la bourse, tu la connais comme moi, mais il a 20 ans d'historique. Il est multimillionnaire de la bourse, Loïc. Il a gagné sur son PEA beaucoup d'argent, surtout par rapport à mes initiales. Il est sur du x30 quand même. En 10 ans, 15 ans, il est sur du x30. Okay. Et donc, moi, je gère la production de ces services. Et c'est toujours pareil, se mettre au service de quelqu'un qui est bon, c'est comme les clients, les hommes 2.0, c'est que des mecs qui sont intéressants. Travailler avec des mecs qui ont du potentiel, et puis qui ont bloqué, qui ont besoin d'aide, plus d'expérience, ça c'est agréable à faire, c'est super agréable. Alors ça gagne pas des milliers et des cents, quoi. Les youtubeurs aujourd'hui gagnent des millions, je gagne pas des millions, mais ça a du sens. Ouais. Mais l'activité youtubeur comme je l'ai fait dans le passé, ça j'en fais plus trop, toi. C'est clair. Voilà. Ok, ben merci Charles pour tout. Okay. Tu veux encore 5 petites minutes ou ça va aller Je sais pas, non, t'as des sujets? Tu veux parler non, ça va aller. Du carbone ou du climat? Alors, on a fait les voitures, Brigitte, donc c'est tout bon, voilà. Merci Charles pour tout. Donc on en prend pour 4 ans, alors c'est ça, hein? Je sais pas, je suis condamné à faire des interviews puisque YouTube veut pas que je parle sur ma chaîne. Bon, bah t'es toujours le bienvenu, hein, quand tu veux. Donne un coup de fil ou un coup de en théorie, je devrais en faire une par mois un peu partout. Parce que pour moi, en fait, c'est comme si je faisais 5 à 10 vidéos sur ma chaîne quand je donne une interview à l'extérieur. Ouais. Donc, bon, au mois prochain. Voilà une belle tâche à exécuter tous les mois. Tac, 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 tac. Ok, merci Charles. Donc, on se voit le mois prochain, comme prévu. Ça marche. Hein. Allez, ciao, merci, au revoir à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.